Dis-moi un peu plus. Le jeune Simon, il voulait donc tourner le dos aux traditions. Fait que, tu sais, une hiérarchie, puis des managers. Moi, je voulais pas ça. Puis là, tu réalises qu'à un moment donné, les gens sont comme... Ben là, c'est qui prend la décision? What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Simon Debaine, CEO chez Workleap, une plateforme d'expérience employée. Un bon fleuron québécois, comme diraient les médias traditionnels. On rentre creux dans les récentes et futures acquisitions de Workleap, puis dans la vision produit puis business de Simon. Alright? On passe au show. Let's go! Simon Debaine, bienvenue sur Ça se passe. Merci de l'invitation. Comment ça va, mon vieux? Ça va bien. Ça va bien. Un an plus tard, quasiment jour pour jour, on réussit enfin à se parler sur le pod. Je suis vraiment désolé. Mais je pouvais pas être là. Exact. Fait que premier événement qu'on a fait à Montréal, c'était chez Workleap le 6 septembre Logiquement, c'est le 6. 2023. Puis j'étais supposé être avec toi sur le pod live qu'on enregistrait dans vos bureaux. Puis finalement, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je pense que je t'ai écrit à 11h le soir. Ah ouais, ou tard, je t'ai dit... C'était pas 1h. Je pense que ma blonde va accoucher bientôt. Fait que ça se pourrait que je puisse pas être là. Et comme de fait, j'ai quitté à l'hôpital au courant de la nuit. Et je t'ai réécrit, je pense, au courant de la nuit. Yes, sir. Et j'ai écrit à Guillaume Roy, qui est co-founder de Workleap. Yes, sir. En quelques heures, il a repris le flambeau et... Vraiment bien. Ça a bien été. Vraiment. C'était comme je te disais, c'était pas mal mon event préféré qu'on a fait à date. Oh. Puis, hopefully, on va peut-être en refaire d'autres. Mais on reparlera de ça. Sim, fait que c'est à peu près via Ça se passe, I guess, qu'on s'est connus. J'ai dû Outreach. Clairement que moi, je connaissais l'histoire de G-Soft avant que vous deveniez Workleap. Je t'avais entendu sur des pods, etc. C'est Mathieu Dumont ouais. qui nous a présenté. 100%. On dit bonjour puis merci à Mathieu. Mathieu qui était le CEO de Didact, une compagnie que vous avez acquise en 2023, début 2023. Je pense que c'était janvier ou février 2023. Nice. Fait que Sim, pour le monde qui te connaisse peut-être pas encore là, dans l'audience, tu veux-tu nous faire un mini recap de t'es qui? C'est quoi genre ton CV ou tes highlights de carrière jusqu'à présent? Je m'appelle Simon Debaine, j'ai 39 ans, ça fait bientôt 18 ans. 18 ou 19 ans? Je dis toujours 18. En tout cas, je sais qu'à 40 ans, ça va faire exactement la moitié de ma vie que G-Soft et Workleap a take over. Insane. Et fait que j'ai démarré une entreprise avec mes amis en 2006. Ouais. On trouvait que le monde du travail était un peu gris. On trouvait qu'il y avait beaucoup de tapis gris, des cubicules gris et beaucoup d'humeur grise. Et on s'est dit, pourquoi pas bâtir une entreprise qui allait amener un vent de fraîcheur. Puis ça a été... on a commencé comme entreprise de produits, on s'est lancé dans de services, on s'est lancé dans le produit après. On a réussi à s'autofinancer à travers tout ça grâce aux services. On a inventé des produits comme ShareGate. Quelques années plus tard, on a inventé Office Vibe. Quelques années plus tard, il y a différents produits qui ont émergé. On a fait des acquisitions Didact, récemment Pingboard. Mm-hmm. Et maintenant, on est Workleap parce qu'on s'appelait G-Soft pendant 17 ans? 16 ans. Et on a voulu vraiment... changer le ton un peu, changer la direction d'entreprise, arrêter d'avoir un écosystème de marques aussi complexe. On avait G-Soft, ShareGate, Office Vibe, SoftStart. On avait juste beaucoup trop de marques et on a voulu ramener ça sous une seule bannière qui est Workleap. Et aujourd'hui, Workleap, c'est... on est une entreprise tech, on bâtit des produits HR et IT. Et nous, ce qui nous passionne, c'est un peu d'empower les travailleurs à performer au quotidien au travail. Donc, amener de l'écoute, amener de l'alignement, vraiment
en anglais, c'est Enable people to work at their best. Mm-hmm. C'est un peu le purpose qui nous a animés depuis vraiment longtemps. Puis, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi non plus l'histoire plus récente, vous avez levé 125 millions de la Caisse de dépôt et placement du Québec en 2023 aussi. C'est ça? C'est il y a un peu plus d'un an. Oui, c'est en juin 2023. Puis, pourquoi ce fait-là est pertinent, c'est que c'est grâce, entre autres, à, je pense, cet investissement-là que vous pouvez réaliser un peu la vision plus ambitieuse de Workleap, qui est d'avoir une plateforme avec plusieurs produits bien intégrés dans une expérience unifiée, comme tu le dis. Fait que ça, I guess, ça a changé la donne un petit peu pour toi. Là. Ça a été comme un renouveau ou genre un souffle de motivation comme complètement différent parce que t'aurais pu ride off into the sunset, bootstrapped, j'ai des beaux produits qui vont bien, ça va bien, je suis en estrie tranquille. Oh, je voulais pas te doxer, excuse-moi. Mais ouais. Non, c'est un oui, ça l'a. Tu sais, nous, pendant 17 ans, on était bootstrap, autofinancé, Exact. On a réussi grâce à nos services à accumuler assez de capital pour les injecter dans nos produits. Puis ensuite, ça l'a... Et puis, évidemment, tu arrives à une certaine taille d'entreprise où est-ce que bâtir des produits à partir de rien, il faut continuer à le faire. Puis je pense qu'on est super bon à faire ça. Mais à un moment donné, quand tu es rendu à pas loin de 150 millions de revenus, tu peux partir des produits à partir de rien, mais ça prend quand même du temps. Fait que pour réussir à continuer à contribuer à la croissance, la stratégie d'acquisition de M&A devient pas une obligation, mais ça serait quasi... je pense que ce serait une mauvaise décision de ne pas le considérer. Et pendant longtemps, moi, j'étais quelqu'un qui ne voulait pas faire ça. Ouais, c'est ça qui m'intéresse, ta motivation à toi. Faire ce move-là. Je pense que Simon, jeune, avait envie que son entreprise soit en charge de tout, qu'on bâtisse nos propres choses et qu'on n'aille pas, qu'on n'hérite pas d'un code base qui appartient à une autre entreprise avec tous ses défauts. Et je pense que l'âge, quand tu vieillis, tu as la sagesse qui embarque. Et je pense que je suis un peu plus lucide à cet égard. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a vraiment des belles entreprises qui, des fois, il arrive un point dans leur cycle de vie où est-ce que être acquéri par un autre joueur fait totalement du sens. C'est des entreprises qui arrivent à un point où est-ce que lever de l'argent fait plus nécessairement de sens, mais ça n'enlève rien au produit. Puis le monde, la vie est ingrate des fois pour ces choses-là. Et c'est là qu'il y a des belles opportunités pour des entreprises comme nous qui ont quand même une santé financière importante. De profiter de ça, d'aller chercher le meilleur de ces entreprises-là. Puis nous, on avait un désir de diversifier l'offre à nos clients. On est dans un... Tu sais, on vient d'une décennie genre, où est-ce que l'argent était cheap. Fait qu'il y a eu énormément de startups puis de produits qui se sont créés. Il y a eu une prolifération d'outils en entreprise. Puis, à un certain point, on a frappé la pandémie. Il y a eu une grosse explosion genre de croissance et de folie dans le marché, suivi d'un crash. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on est retourné à une ère où est-ce que les entreprises font plus attention à l'argent qu'elles dépensent dans tout plein de choses, dont les logiciels. Et il y a un désir pour les entreprises d'avoir moins de produits et des produits qui font plus. Et nous, on voulait... C'est comme un move d'attaque et de défensive en même temps. On avait besoin de diversifier notre portfolio. C'est bon. Avant, pensons à Office Vibe, qui est notre produit fort côté HR. Office Vibe fait un super bon travail, mais pendant longtemps, on a été dans une verticale, une niche très précise. Et là, tu arrives avec des clients qui disent, c'est super cool que vous faites ça, mais est-ce que vous faites ça? Et on n'avait pas nécessairement des bonnes réponses à leur donner. De là, l'idée de diversifier le portfolio en développant des nouveaux produits. Pour ça, on avait le lab dans l'entreprise. Évidemment, ça prend du temps, tu pars de rien. Et acheter des entreprises pour venir bâtir l'écosystème Workleap comme on connaît aujourd'hui, qui en est à ses débuts. Là.
Ouais, ça fait un peu plus qu'1 an. 1 an et demi, genre, ish. Mais la plateforme comme telle, on vient tout juste de la lancer. Non, mais l'initiative Workleap, mettons. L'initiative Workleap, ça fait, je dirais que ça va bientôt faire 2 ans que ça a été. Je me rappelle, on était pas loin du temps des fêtes, puis Guillaume et moi, on était dans une salle de rencontre, puis on a juste fait let's go. On renomme à Workleap, on bâtit. On a longtemps parlé du One G-Soft, mais c'était plus symbolique. C'était plus de dire on travaille ensemble, on se partage des bonnes pratiques, on innove ensemble. Mais l'idée de dire je crée une expérience unifiée qui va rassembler tous les produits à un seul endroit, c'est quelque chose qui donnait le vertige à l'époque parce que tous nos produits vivaient chacun dans leur bulle. C'était comme, on était un peu comme une espèce de holding qui est avec des PNL, puis il y a des entreprises qui font des méchants succès à faire ça. On peut penser à Constellation Software. Harris Computer. Mais c'est pas ça qu'on a envie de faire, nous. Moi, j'ai envie de créer une expérience unifiée pour nos clients. J'ai envie de voir nos clients utiliser un produit, aimer ce qu'ils voient là, réussir à les amener à découvrir un second produit qui est juste à un clic et de les amener à vraiment adopter la suite dans son entièreté et d'avoir de l'impact dans ces environnements de travail-là. Fait que si je résume, toi, personnellement, faire ce que tu faisais au quotidien depuis les 18 dernières années, mettons, c'était quelque chose qui t'intéressait encore. Tu sais, construire une compagnie, construire des produits, ça continuait de t'animer, personnellement. Après ça, t'es arrivé à un peu une croisée des chemins au niveau du market, où est-ce que pour rester compétitif puis continuer de croître, ça faisait du sens de diversifier un peu le offering en software pour Workleap. Puis en plus de ça, t'avais empiriquement, t'avais construit assez de preuves sociales puis assez de santé financière pour être éligible à avoir du capital qui t'aiderait à faire la diversification qu'on a parlé. Ouais, ben pour en revenir à la levée de fonds, ben, tu sais, en technologie, acheter des entreprises, c'est pas donné. Fait que, tu sais, Workleap, je pense qu'on a je pense pas, je le sais. On a l'incroyable chance d'avoir une santé financière qui est assez unique en tech. Mais ça reste que, autant qu'on fait quand même du bon argent, acheter des entreprises en technologie, tu payes des montants qui sont significatifs. Ça faisait en sorte qu'on n'avait pas nécessairement des leviers à outrance, même si on en avait quand même beaucoup. Mais d'avoir un partenaire comme la CDPQ, la Caisse de dépôt, c'est un partenaire qui croit beaucoup en ces entreprises du Québec, qui est un partenaire à long terme et qui a la solidité financière de venir te supporter dans ça. On dirait que c'est venu nous donner encore plus d'ambition, encore plus de courage de le faire. Puis l'effet un peu quelque chose que j'avais peut-être pas nécessairement vu venir, c'est toute la rigueur d'avoir un partenaire financier. Autant que c'était le fun de dire hey, nos board meetings, c'est Guillaume, Seb, puis moi, puis on boit du vin, puis c'est bien relax. À un moment donné, quand ça fait des années que c'est toujours la même chose, es-tu vraiment en train de découvrir t'es-tu vraiment en train de te challenger autant que tu pourrais? Puis soit dit en passant, Guillaume, Seb et moi, c'est toujours quand même beaucoup challengé, mais peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait dû. Et aujourd'hui, d'avoir un partenaire financier comme la Caisse de dépôt, ben je trouve que ça nous force à step up notre game. Puis j'aime beaucoup ça. Je pense qu'on a gagné en maturité. Et honnêtement, si on veut bâtir une entreprise qui fait un autre 18 ans, je crois que d'avoir cette maturité-là, c'est essentiel. T'as tout le temps... Je vais dire quelque chose, au pire, on le coupera au montage si t'aimes pas ça. Mais t'as tout le temps été indépendant, assez genre free thinker, je pense. Tu fais les choses à ta manière, toi puis ta gang là, de co-founders, évidemment. On veut mettre une rampe de skate dans le bureau, on va mettre une rampe de skate dans le bureau. On veut se craquer les nouveaux bureaux comme ça. Tu sais, qu'est-ce que tu faisais aussi, là, vos genres de retraite dans le sud, là? Je sais pas si vous faites... On a fait dans le temps des fêtes, on faisait des parties dans le sud. On a déjà même loué... On l'a fait à Prague et à Barcelone. On louait un appartement pendant plusieurs mois. Hein? Puis à tour de rôle, il y a des équipes de 6 personnes qui partaient 2 semaines pour travailler sur un projet d'innovation. Ouais. Donc c'est le genre de folie qu'on s'est permis de faire, mais qui était probablement plus lié au fait qu'on était encore petit, puis c'était manageable, tu sais, ça se gérait mieux.
Puis on était tous des plus jeunes. Puis Ouais. aujourd'hui, je pense que, je sais pas, là, j'ai 39 ans, j'ai 3 enfants. Ouais. Je les adore, mes collègues, mais j'aime vraiment ça, les week-ends, être avec mes enfants. Tu sais, c'est comme, ça serait dur pour moi Fait que je pense qu'aujourd'hui, on a eu cette folie-là, on s'est permis de la faire. Mais je pense, même dans le contexte actuel, avec la gouvernance qu'on a, avec le partenaire qu'on a, on s'empêche pas de la vivre, cette folie-là. On fait juste la vivre autrement. Puis de là, bien choisir tes partners. Puis Tu dirais-tu que CDPQ, c'est comme... Là, c'est mon read, là, vraiment freestyle, OK? C'est comme une forme ou une nature de capital qui est quand même plus patient puis qui fit peut-être plus avec votre ethos de bootstrappers puis d'indépendants que vous avez eu pendant toutes ces années-là. Parce que j'ai de la misère à voir, mettons, un capital plus agressif, mettons comme du VC Money peut-être, rentrer puis clasher avec la culture que vous aviez. je pense honnêtement, j'ai pas... T'as-tu considéré ça? Non, mais si on pense aux entreprises de la Silicon Valley en termes de culture puis de folie, je veux dire, c'est pas nous qui avons inventé ce type d'environnement de travail-là. Je pense que c'est assez courant, puis les VC sont... C'est pas inhabituel en tech d'avoir une petite excentricité, là, tu sais. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais plus dire au niveau de vous laisser faire vos trucs, vous faire confiance, de pas trop prendre de place dans la gouvernance de la compagnie, de pas exiger des retours astronomiques dans un laps de temps le plus court possible. Tu sais, je m'excuse, mais souvent ça va être ça, là, avec la route VC. Fait que j'ai l'impression que CDPQ, c'est pas nécessairement ça, puis que c'est un bon fit pour vous, ou peut-être que je suis en train de freestyler. Non, mais on est peut-être pas dans la définition. On est quand même une bête atypique. Ben, c'est ça. On est plus dans du late stage, puis on n'est pas nécessairement dans VC money très early, où est-ce que faut que le hockey stick se passe. On est une entreprise qui est là depuis 18 ans. Nous, notre bet, c'est qu'on peut aller chercher une belle croissance soutenue pour un autre 18 ans, puis ça va créer une entreprise exceptionnelle, canadienne. Ce que tu essaies de me dire poliment, c'est que genre, ça aurait juste pas fait de sens, Frank, de lever du VC à ce moment-là. Ben, je pense pas qu'on rentrait dans les critères au stade où est-ce qu'on est là. Puis nous, on cherchait un partenaire qui allait nous aider à implémenter la stratégie qu'on avait. Fait que c'était plus bon partenaire pour faire ce qu'on essaie de faire. Puis je pense qu'aussi la grosse différence, c'est le rapport de force que tu as quand tu lèves l'argent puis tu es comme un peu au bout de l'argent que tu as dans le compte de banque. Le rapport de force est complètement différent. Puis tu as encore peu de chiffres à démontrer. T'sais, on aurait pu peut-être diminuer nos ambitions puis se débrouiller pour encore très longtemps. Puis ça aurait peut-être été assez d'ambition pour continuer d'avoir beaucoup de plaisir. Okay. Aujourd'hui, je pense que quand on discutait avec la Caisse de dépôt, ben, je trouvais que c'était une conversation qui était vraiment gagnante des deux côtés, qui était pas nécessairement un rapport de force. Puis je pense que ça l'a rendu ça extrêmement agréable comme processus. Puis aujourd'hui, honnêtement, on a un bon partenaire qui voit à long terme et qui a envie de voir ces entreprises du Québec avoir du succès. Et puis en même temps, on n'a pas laissé aller toute l'entreprise. Fait qu'on a encore une grosse balance dans le pouvoir. Puis je pense que c'est hyper respecté de la part des représentants là, qui sont avec nous. Là. C'est intéressant. Man. C'est vraiment un niveau justement de... Ben, premièrement, j'ai jamais runné de compagnie avec un bilan similaire au vôtre. Puis un niveau d'investissement qui est un late stage, comme tu dis, je suis pas familier avec ça. Moi non plus. Je l'ai fait une fois, mais c'est un peu plus alien pour moi. On dirait que c'est pour ça que j'essaie de creuser là-dessus, mais je vais pas trop déraper sur mon creusage. Tu as parlé de chiffres, Workleap aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Tu peux-tu me donner une coupe de chiffres en termes d'employés, revenus, croissance? Peu importe ce que tu as le goût de partager pour qu'on ait un portrait un peu numérique. Workleap, des revenus qui avoisinent 150 millions annuels. On est à environ 450 employés. Okay. Partout au Canada, partout aux États-Unis. Croissance, ça tourne autour du 15 à 25 % depuis
longtemps. Fait qu'on on continue d'avoir de la croissance année après année. Évidemment, plus le chiffre augmente, plus que les défis sont grands, mais j'y crois. Je pense que... Puis des fois, à travers nos derniers 18 ans, tu as des moments où est-ce que tu prends un peu de recul pour revenir encore plus fort. Puis j'ai l'impression qu'on a toujours réussi à trouver des manières de continuer d'avoir du succès puis de grandir. Autre que ça, on a différents produits. Aujourd'hui, on a Workleap, la plateforme. On a Office Vibe. On est en train de développer un nouveau produit de gestion de la performance. On a un outil de gestion des compétences des employés. On a un outil de LMS, tout ce qui est gestion des formations internes. Donc, créer tes cours que tu veux donner aux employés à l'interne. Qui était didacte. Ouais, c'est ça. On a Onboarding, qui est un outil pour d'accueil et intégration des employés. Qui était Soft Start avant, qui est un produit qu'on a fait à l'interne, qu'on a intégré à la plateforme. On a Pingboard, qui est une acquisition qu'on a fait le début décembre passé. Donc, ça va bientôt faire 1 an qu'on est en train d'intégrer à la plateforme. Et on a le côté IT, qui est ShareGate, qui est un produit qu'on a démarré en 2009. C'est un produit qui est là depuis vraiment, vraiment longtemps, qui a un énorme succès. Et ce qu'on fait avec ShareGate, c'est qu'on a amené les organisations à faire la transition vers le cloud Microsoft. Fait qu'on a beaucoup de fierté à se dire qu'on a amené des milliers, voire des centaines de milliers d'organisations à faire cette transition-là. Et autant qu'on a toujours su que c'était essentiel, cette transformation numérique-là, elle a commencé il y a quand même longtemps. Oui, exact. Mais quand il y a eu la pandémie, c'est là qu'on a vraiment senti que ceux qui l'avaient bien fait, c'est ceux qui ont réussi à s'en sortir le mieux. Parce que du jour au lendemain, le fait d'avoir tout mis en place dans l'info nuagique faisait en sorte que les organisations, il y avait une continuité des affaires qui était... OK, tout le monde retourne à la maison, la business continue à fonctionner. Et d'autres qui l'avaient fait un peu plus bâclé, ben se sont trouvés à avoir beaucoup de difficultés. Ça a été on savait que c'était important ce qu'on avait fait, mais je pense que la pandémie... je dirais la même chose pour Office Vibe. Office Vibe, tu es avec ton équipe. Avec Office Vibe, Office Vibe fait plusieurs choses aujourd'hui, mais on a démarré avec ce qu'on appelle des pulse surveys. Fait que des sondages que tu envoies à chaque semaine aux employés. Puis ça donne, c'est 5 questions à répondre, super rapide. Puis ça donne au leadership des dashboards temps réel sur l'engagement. Et là, avec la pandémie, bien évidemment, quand tu es assis avec tout le monde, tu peux sentir l'engagement. Puis souvent, on se trompe là, parce que c'est pas toujours... ça dit pas tout. Mais là, une fois que tu vois plus du tout les gens, d'avoir cette lecture-là, c'était devenu quand même assez important pour les gestionnaires et les leaders qui avaient aucune idée de ce qui se passait avec leurs équipes. Fait que financièrement, vous n'avez pas nécessairement pris un hit, vous autres, pendant la pandémie? Un léger. Je dois dire que il y a eu je pense qu'il y a eu une réaction assez brutale dans les entreprises de couper tout ce qui pouvait être coupé. Okay. Si c'était pas coupé, c'était on met en pause. Parce que les gens ne savaient pas ce qui s'en venait. Tout le monde pensait que c'était la fin. Là. C'était comme... Fait que les entreprises étaient toutes en mode survie. Les budgets ont été coupés, puis à un certain point, le monde a recommencé à comprendre qu'il allait avoir une fin à ça. Puis je pense qu'à partir de là, on a réussi à redécoller. Mais en termes d'impact, je pense qu'on fait partie des privilégiés où est-ce que nous, on avait des produits totalement alignés avec l'état des lieux puis ce qui se passait. Donc, si nous, on ne pouvait pas y arriver, je ne vois pas qui pouvait y arriver. Là. Ouais. Nous aussi, on était même, je dirais... En tout cas, vous de ce que tu dis, là, puis là, tu me diras si j'ai une mauvaise lecture, ça n'a pas fait un boom pendant la COVID. Tu as eu un petit down, puis après, ça a reparti. Ouais. On n'a jamais eu de gros boom. Hein? C'est ça qui... Tu sais, ShareGate, premier produit qu'on démarre en 2009... Après 2 ans, on a 4 clients, dont 2 qui sont des amis qui l'ont acheté pour nous faire plaisir et les 2 autres qui l'ont jamais vraiment utilisé. On le jette à la poubelle, on le recommence. Tu sais, on a une histoire qui est comme... Ça a pris 4 ans et 1 mois avant des break-even avec ShareGate. Puis quand ça a commencé à fonctionner, ShareGate, là, c'était 1 licence par mois vendue. Le mois d'après, c'était encore 1 licence. Puis après ça, 2. Puis après ça, 1. Puis là, t'es comme tranquillement. Puis... Mais c'est pas un hockey stick. J'ai peut-être déjà rêvé
d'avoir ce hockey stick-là. C'est comme on dirait que ça fait partie de la tech, là, de vivre. Un peu. Mais une entreprise qui est là pendant 18 ans et qui a encore potentiellement un autre 18 ans devant elle, c'est pas le hockey stick que tu veux. Tu veux C'est encore plus... croissance soutenue. Puis c'est souvent les entreprises qui vont traverser les époques. Puis ça a toujours été ça que j'avais envie de bâtir. Ouais, je comprends. En fait, selon moi, c'était encore plus exceptionnel de faire 18 plus 18 ans hockey stick ou pas, là, qu'un hockey stick. Mais je parlais de Boom parce que je voulais comparer à Snip. Nous autres, pendant la pandémie, le e-commerce, c'était comme l'adoption explosait. Fait que l'adoption de notre produit puis l'utilisation de notre produit a vraiment explosé. Fait que j'essayais de voir, OK, avec les trucs remote, les trucs de IT à distance, tout ça, ça a-tu boomé de votre bord? Mais c'est pour ça que je parlais là-dessus. Ben, tu sais, peut-être juste dernière chose sur le point. On a eu des industries qui ont été shut down complètement dans le monde. Ouais. Et nous, on a une clientèle qui est hyper diversifiée. Fait on avait des compagnies qui continuaient d'avoir du succès, puis on avait des entreprises qui étaient legit sur le bord de la faillite. Ouais. Fait qu'on a eu beaucoup de clients où est-ce que ça a été, on met en pause, puis on n'a pas voulu... fallait gérer ça. Puis, fait que tu gagnes sur un bout, puis tu perds sur l'autre bout, puis au final, ben, ça donne une moyenne pas si pire pour une entreprise comme nous. Mais non, puis clairement, il y a des entreprises, ça a été phénoménal pour... Mais je pense pas que c'était la norme partout. Là. Ouais. Non. T'as juste Workleap sur ton CV, dude. Ce qui est quand même un move de boss, là, un peu un status signal pour moi. Je dois avouer, j'avais le même feeling quand je l'avais mis à jour la dernière fois. J'étais comme... Il me semble qu'il est plate, mon LinkedIn. Il y a juste une chose. Ah ouais, mais c'est un cas de double clic sur cette chose-là, puis il y a du stock intéressant, puis des bonnes histoires là-dedans. Mais t'as-tu une job avant GSoft Workleap? Ouais. En fait, j'ai commencé à travailler vraiment jeune. OK. Ma première job, c'était dans un j'étais lui qui pesait sur le piton dans les tirs aux pigeons d'argile. Fait que, puis j'étais celui aussi qui mettait les pigeons d'argile sur la machine. Puis si t'es pas timé avec la personne qui clique, des fois tu te fais snapper les doigts. Puis c'est comme t'es payé en dessous de la table. Bref. Mais j'ai eu la chance de travailler dans un skate shop quand j'étais jeune, Wonderworld, pour ceux qui connaissent le monde du skateboard. Nice. J'étais probablement le plus jeune employé du skate shop. Fait qu'à 14 ans, c'est moi qui montais les boards puis qui vendais les souliers dans le shop le plus, je disais à l'époque, le plus prestigieux qu'il y avait à Montréal. Nice. Puis j'habitais à Saint-Lazare. Fait que je prenais 2 heures de transport aller, 2 heures revenir. Jeune de 14 ans dans le métro puis dans le bus. Mais ma job, je dirais, la plus proche de ce que je fais aujourd'hui, c'est job étudiante chez CGI. OK. Je suis rentré là au call center de Air Canada qui était en impartition chez CGI. Okay. Je parlais pas un mot anglais, mais en fait. Puis on m'a mis au support center. J'accompagnais des grands-papas et des grands-mamans de la côte ouest qui étaient pas capables de booker leurs billets en ligne. Fait que t'apprends l'anglais rapidement. Là. OK. Puis là, des fois, t'es tellement nerveux puis tu sais plus quoi dire. Tu fais juste raccrocher. Puis... T'étais-tu un gamer quand t'étais ado ou pas? Non. Fait que ton anglais, ça s'est plus fait via les jobs, via genre le skate, peut-être? Je sais pas. C'est juste CGI. Ouais. Puis après ça, j'ai été transféré dans tout ce qui est le call center de tout ce qui est impartition. Fait que je supportais des centaines de clients qui avaient des enjeux avec leur mainframe, les AS400, leur site web. Fait que ça m'a vraiment fait connaître le monde des technologies. Ouais. Et je dirais que c'est probablement là que j'ai commencé à comprendre la game. Comment ça... Avant ça, dans la tête d'un kid, ce monde-là fait aucun sens. En tout cas, pour moi, là, mon père, il avait une compagnie en technologie, il l'a vendu à CGI en début 2000. Ah, je savais pas ça. J'étais jeune, je savais pas ce qui venait de se produire, mais c'était... Puis mes années à CGI m'ont fait comprendre c'était quoi la game. Ça m'a fait comprendre aussi que je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de... Il manquait quelque chose au Québec. On dirait que la Silicon Valley s'était pas rendue ici. Tu sais, là-bas, ils appellent ça de la tech, puis ici, on appelle ça de l'informatique. Juste le mot informatique m'agace. Ça sonne comme Bob Brun. Puis là-bas, ils appellent ça de la tech. La tech, on dirait qu'il y a quelque chose de sexy avec ça. Puis, fait GSoft fait partie d'une espèce d'idéal à recréer ce qui se passait là-bas, sur la côte ouest, ici au Québec.
Puis probablement que ça existait, là. Je suis pas en train de dire que c'est nous qui est arrivé. Mais Ouais. des fois, tu inventes quelque chose pensant que tu es seul, puis tu l'amènes à quelque part que ça t'amène à pousser les choses. Ouais. Puis je pense qu'on s'est fait connaître un peu pour un peu décoincer l'univers de la tech qu'il y avait ici. Clairement. Alright, folks. Jeudi, le 21 novembre, on débarque chez WorkLeap à Montréal pour le premier Ça se passe Pitch Party. Il va y avoir 6 underdog startups qui vont pitcher devant 5 juges de feu. François Arbour de Design Stripe, Marc-André Campagna de Gaia, Vicky Boudreau de Haylist, Étienne Gauthier d'Innovia Capital, Simon Debain de WorkLeap. Le prix des juges, c'est 2500$ cash, plus des heures de consulte gratis avec des partners Ça se passe comme Leviat, Baseline, Le Chiffre, Innovia. Le prix du public, c'est 1500$ cash, plus une invitation sur le pod puis de la consulte gratis avec moi. Les billets sont dispo sur la bannière de notre site, sur Eventbrite puis en show notes. C'est le dernier event de l'année, donc on go all out. Ça va sell out comme les autres. Achetez vos tickets rapidement puis amenez un ami. OK? Back au pod. C'est drôle de voir toutes les espèces d'astres s'aligner de genre... OK, ouais, t'étais un kid tripper sur le skate, fait que tout le stock genre cool puis genre un peu rebelle. T'avais un père aussi qui a été en tech, qui lui a vendu sa compagnie de tech. Ma mère aussi est en tech. OK, aussi. Elle a fait son cégep technique en informatique. Elle est allée chez DMR, puis... mes deux parents, ils pitonnaient sur un ordinateur. T'as-tu des frères et sœurs? J'ai une grande sœur, puis j'ai un petit frère. Sont-tu finis en tech ou pas nécessairement? Ben, j'ai un petit frère de 16 ans, puis j'ai une grande sœur un peu plus âgée que moi qui elle a fait le saut en technologie chez Gsoft. Ah, OK. Elle a travaillé dans le communautaire et on voyait des habiletés en elle pour qu'elle fasse le saut, puis on lui a donné sa première chance. T'es un school, en tout cas, université dropout, si je ne m'abuse? J'étais à 5 cours près à l'ETS en génie logiciel d'avoir mon bac en génie logiciel. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat ou Kanye West qui a influencé ton dropout? La joke avec Guillaume qui était sur le pod l'année passée, c'est que lui, il n'a pas drop out. Il a fini? Fait que la joke, c'est que lui, pendant qu'il finissait son bac, moi, je gérais l'entreprise. Puis, à ma défense, tous mes stages, je les ai faits chez Gsoft. Guillaume, il en a fait un chez Bell. Mais non, le drop-out, honnêtement, j'ai été au bout de mes capacités à ne pas étudier et faire les examens. Ouais. Puis à l'ETS, il y a un tronc commun qui est des trucs comme chimie, physique, maths. OK. À part si t'es extrêmement comme fort, là, tu peux pas étudier. Tu sais, mécanique des fluides, là, good luck. Tu sais, faut que tu sois un génie, là. Fait que je suis pas un génie. Fait que Puis à un moment donné, j'étais comme, moi, j'ai envie de faire ça. Puis on dirait que j'avais une pression de mon père. Mon père m'a toujours dit, tu sais, va chercher ton bac. Moi, j'ai juste mon secondaire 5. Ça m'a toujours nui. Puis dans sa tête, c'était comme, il savait que j'avais mon petit projet de Gsoft, puis il nous encourageait. Okay. Mais dans sa tête, ça pouvait pas devenir... Puis je peux pas lui en vouloir, tu sais. Ton kid de 20 ans part sa compagnie, c'est cute. C'est un beau projet, mon gars. Je vais t'encourager. Je vais te donner des contacts, des gens qui vont peut-être te donner 2-3 projets. Fait que lui, c'était comme, fini ton bac, come on. Puis, à un moment donné, je suis allé le voir, je dis, je peux plus. C'était une bonne décision. Oui. C'était une très bonne décision. Puis aujourd'hui, je trouve que ça fait une meilleure histoire quand tu dis que tu as drop out. C'est ça. T'as un autre status signal. T'as été sur pas mal de pods de Sim. Je t'ai écouté sur, je sais plus, là, Hypercroissance, Third Bridge. T'as été interviewé par les médias plus traditionnels, la presse, le soleil. Le soleil, je sais pas, j'invente. Là. Sûrement. Anyway, ouais. T'as comme été une coqueluche un peu de certains spotlights médiatiques. Puis tout, la question que j'ai pour toi, c'est, y a-tu des questions que t'es tanné de te faire poser en entrevue? Hopefully pas celles que je viens de poser pendant la non, ça me fait toujours plaisir là, d'être dans ces moments-là. Puis je pense que il y a une thématique qui revient souvent qu'on a créé un peu sans le vouloir chez WorkLeap, qui était autour du bonheur au travail. Là. Ouais. Fait que pendant longtemps, les médias, peut-être plus traditionnels, revenaient toujours à la charge avec ça. Puis c'était comme si on avait trouvé la recette pour être heureux au travail tous les jours. Puis je pense que c'était
ça venait de bonnes intentions de notre part. Tu sais, ça revenait un peu de ce qu'on essayait de bâtir comme entreprise. Puis on a compris très tôt dans notre cheminement qu'on était une business humaine avant tout. Tu sais. Faire du produit, c'est de la créativité. C'est des gens. Puis si tu veux avoir accès à ce qui se cache entre les deux oreilles des gens, il faut que tu crées l'environnement pour ça. Sinon, les gens vont se refermer sur eux et tu n'iras pas chercher le meilleur d'eux. On l'a compris tôt. Puis je pense qu'on a travaillé fort pour créer un environnement qui était unique et qui nous a quand même permis, je crois, d'avoir du succès. Tu sais, il y a plein de raisons pourquoi on a du succès. Tu as un bon produit, puis être dans un bon timing, bon marché. Mais je pense que dans notre façon de gérer l'entreprise, je pense qu'on s'est démarqué. Il y a eu une association de tout ça qu'on a créé nous-mêmes sans le vouloir. Puis le bonheur au travail est devenu tellement, tellement toujours là. Puis je suis comme, hey, le bonheur, ça appartient à chaque personne. Je peux pas, comme employeur, être responsable de ton bonheur. Je peux certainement contribuer pour plein de choses dans ta vie, mais on se lève chacun dans nos lits le matin, là, puis on a le choix, pour plein de raisons, de choisir si c'est une belle journée ou si ce ne l'est pas, puis de se le mettre comme pression comme employeur, c'était juste pas réaliste. Vous l'avez fait? Vous le mettez en pression? On s'est donné un peu ce... Je pense qu'on y a cru. Je pense que c'était une belle naïveté. Mais à un certain point, il y a une responsabilité individuelle qui est super importante. Puis je trouve que des fois, on voit les employeurs se mettre une pression de devoir faire plaisir à tout le monde. C'est pas réaliste. Moi, je me suis rendu malade à faire ça. Okay. J'étais pas heureux. J'arrivais au bout de... On dirait que tu te sens jamais assez bon. Puis à un moment donné, t'es comme, hey, on peut-tu juste bâtir une belle business puis avoir du fun autour de bâtir des produits exceptionnels? Ça peut-tu juste être ça, notre point en commun? Ouais. Puis si c'est pas ça que t'aimes faire, ben trouve qu'est-ce que t'aimes faire. Puis il y a plein d'autres endroits pour le faire. Puis des fois, c'est quand tu essaies de faire plaisir à tout le monde, tu fais plaisir à personne. Ouais. Et fait que oui, c'est ça que je suis... mais c'est beaucoup moins pire maintenant, puis OK. J'aime ça, man. Ben, J'aime merci. ça parce qu'à travers les anecdotes que tu comptes, on a comme des fenêtres sur ta maturité qui évolue d'entrepreneur, d'entrepreneur, en fait. Fait que ça donne des... puis ça me rappelle plein de trucs aussi, là, tu sais, je veux dire, je me rappelle m'être senti tellement mal, là, tu sais, d'avoir annoncé à mon équipe ou à certaines personnes dans mon équipe qu'on avait vendu notre compagnie, puis, tu sais, d'avoir me rappelé tous les discours de bootstrapper indépendant que j'avais tenus, puis de me dire, asti, ça sera plus moi leur boss, puisque je leur ai promis, puis l'espèce d'entente tacite qu'on a non dite, c'est que c'est moi qui va s'occuper d'eux, puis qui va être là, tu sais, comme manager, la culture va rester de même, puis là, ça va changer, ça sera plus dans mon contrôle, ils vont penser que je me mettrai, je sais. Puis à un moment donné, on a fait genre, hey man, à la fin de la journée, genre, tout le monde prend le niveau de risque qu'il veut prendre, tout le monde prend une décision individuelle qu'il veut prendre. Tu vas continuer d'offrir le meilleur environnement que tu peux. Puis si ça fit pour le monde, tant mieux. Puis sinon, ben, welcome to capitalisme. Moi, est-ce que genre, il y a des options à pu finir pour ta carrière puis ta vie? Là? Puis surtout en tech, là. En tech, on est probablement dans les types d'emplois les mieux rémunérés, les plus confortables. On a... C'est nuts, ça. Exact. Fait que mais je comprends ce que tu m'expliques, puis j'ai passé à travers ça, puis je me suis mis cette pression-là, puis je continue de me la mettre, mais je suis plus... T'as un laisser-aller un peu plus sain, mettons, genre, par rapport à ça? Ben, il y a quelques années, j'ai décidé de jouer à faire de la business. Tu sais, pendant un temps, surtout quand tu es founder d'une entreprise, c'est toute ton identité. Ouais. Puis ça devient... Il y a quelque chose qui devient malsain à un certain point. Ça devient plus lifestyle, surtout quand t'es bootstrap. Puis c'est le fun de bâtir une entreprise. C'est le fun de parler de stratégie, d'M&A, d'objectifs, de faire fonctionner tous ces morceaux-là ensemble. C'est des outils que je crois qu'on a négligés pendant longtemps parce qu'on voulait donc être différent. Alors que c'est des outils qui ont bâti les plus belles entreprises au monde aujourd'hui. On devrait plutôt apprendre à les utiliser bien, mieux, puis de faire des entreprises qui ont du succès, puis de trouver des gens qui ont envie de faire partie de ce succès-là. Puis honnêtement, je pense qu'il y a un juste équilibre où est-ce qu'on peut continuer d'avoir beaucoup de plaisir au travail, à faire... Chez nous, c'est le craft de bâtir des produits, de servir une clientèle, d'avoir du fun à faire ça. Puis la chance qu'on a, puis que beaucoup d'entreprises ont, c'est quand tu travailles dans des domaines qui sont, je trouve, nobles,
tu sais, nous, un peu d'aider les employés à mieux performer à travers les différents produits qu'on a, amener de l'alignement, amener du purpose des entreprises. Je trouve qu'il y a quelque chose, c'est peut-être pas le remède du cancer, mais je trouve que on a tellement des leviers pour avoir du fun, puis tu sais, fait que j'assume un peu plus ça maintenant, puis je pense que ça te permet d'aller chercher des gens qui veulent ça aussi. C'est hot, ça me fait penser à plein de sessions de thérapie que j'ai eues, man, dans les dernières années, mais un peu la dédramatisation ou la désintensification de moi, je suis un entrepreneur, mon identité, c'est ça, c'est la vie ou la mort, ma business, puis de te permettre de le voir comme un jeu, je pense que ça te loosen up un peu, puis ça te permet probablement d'être justement un meilleur entrepreneur. Ouais. Prendre des meilleures décisions. J'ai une anecdote j'ai un collègue très proche à moi que son enfant était très malade, puis il est passé à un cheveu, tu sais, c'est comme... Il est parti pendant 6 mois pour s'occuper de son gars, puis quand il est revenu au travail, tout son monde, son approche au travail, puis pour lui, ça faisait aucun sens comment des fois on s'en faisait pour des petites choses. Ouais. Fait que des fois comme ça, des événements comme ça, c'est des fois, puis même quand c'est même pas à toi que ça arrive, ça te fait réaliser que c'est vrai. Hey, on peut-tu juste arrêter de s'en faire pour les petites choses? Puis oui, des fois, il va y avoir des bonnes journées, il va y avoir des mauvaises journées. On va essayer de se supporter là-dedans. Mais à la fin de la journée, la plupart des petits problèmes qu'on a au quotidien, à l'échelle de tous les problèmes de la vie, c'est rien, là. Surtout en tech. On va se le dire. Là. Exact, mais ça enlève pas que... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des... il peut pas y avoir des drames, avoir des tu peux vivre un harcèlement psychologique dans une startup tech autant que dans une mine, I guess. Là. Mais genre, mon point est que sur une échelle, mettons, objective, si tu stacks, mettons, les problèmes et les irritants que tu peux vivre en tech versus dans d'autres carrières, ou les conditions, juste, dude, c'est la watt, là. Ouais. Mais je pense que ça revient peut-être à... Les gens care, puis c'est comme... ça vient d'un bon fond, c'est bien intentionné. Je pense que des fois, c'est juste... Il faut juste réussir à dédramatiser quand c'est le temps de dédramatiser. Puis tout ça pour dire que le bonheur au travail, ça appartient à chaque personne. Ouais, fair. Et l'employeur peut certainement contribuer, mais l'employeur ne peut pas se mettre toute cette pression-là. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs qui s'essayent. Ouais. Et à un moment donné, ils font comme hey, je suis plus capable. Genre, c'est comme tu jongles avec plus de balles, puis on t'en échappe, puis t'es comme hey, je suis pas capable. Puis je crois pas que c'est comme ça qu'on bâtit des entreprises qui vont traverser les époques. Fair enough. Puis juste à toutes mes tech bros and sis qui écoutent, je suis pas en train de disser la tech, là. La watt dans laquelle on baigne. Le plus beau métier au monde. Ben moi je suis là-dedans parce que je suis une petite fleur bleue, man, puis j'aime ça, genre tout ce confort-là qu'on a en tech. Mais anyway, on va move on, man. J'ai le goût qu'on parle de M&A. Parce que là, ça fait une couple de fois que tu name drop Pingboard, qui a été votre dernière acquisition. Félicitations, je sais pas si je te l'ai dit en personne. Merci. Comment ça va, l'intégration de Pingboard d'un point de vue technique puis culturel dans Workleap? Ouais, on a fait 2 acquisitions. Didact, c'est une dizaine de personnes. C'est 10 personnes, en fait. Petite équipe de Québec. Beaucoup de points en commun en termes de je veux dire, on a les mêmes repères, on est au Québec. Fait que je te dirais, puis c'était des tripeux technologiques, clairement un amour pour le produit. Fait on a eu, c'était vraiment une acquisition idéale en termes de dimension. C'est une première expérience. Pingboard, c'est une entreprise qui est américaine. Ok, je me demandais si c'était UK ou US. Austin, Texas. Oh! Et en termes d'intégration, ça fait pas longtemps. Là. On est rendu c'était Noël passé, donc on est à quoi, 8 mois? So far, so good. OK. Je te dirais que c'est encore... on apprend encore, je pense, à le faire bien. C'est sûr, c'est les premières itérations. On dirait que j'ai pas de référent. Tu sais, je sais pas.
si c'est pour être comme ça ou pas. Mais en ce moment, on travaille à intégrer Pingboard dans l'écosystème Workleap. On est en train... je pense que le défi, c'est de s'assurer... Le défi qu'on a peut-être réalisé un peu tard, c'est de s'assurer que l'équipe sente vraiment qu'elle fait partie de Workleap. Ouais. Puis peut-être qu'avec la taille qui était un peu plus grosse que celle de Didac, rend le défi plus grand. On a vécu ça, nous autres aussi. Puis on dirait que le fait que les gens soient aux États-Unis versus au Canada, on dirait qu'il y a comme un feeling que c'est deux écosystèmes. Alors qu'au final, on a une compagnie remote. On a des employés à Vancouver, on a des employés dans toutes les provinces canadiennes. Puis là, eux autres sont au Texas, mais il y a je pense qu'ils sont dans 18 États américains. OK, fait qu'ils sont distribués eux autres aussi. Exact. Mais c'est juste qu'à travers toute cette acquisition-là, cette démarche-là, il y a eu notre présence aux États-Unis. Comment payer quelqu'un aux États-Unis? Comment légalement ça marche? Il y a juste beaucoup d'apprentissage à travers tout ça qui fait en sorte que la prochaine fois qu'on le fait, ça va aller beaucoup mieux. Exact. Puis je pense que c'est important. Le truc qu'on a appris aussi, c'est je pense que tu as besoin d'impliquer tes leaders d'entreprise proches des équipes. Okay. J'ai l'impression qu'on a peut-être... on aurait pu être plus près de l'équipe plus rapidement. Okay. Et vraiment aller comprendre comment la business opère. Je pense qu'il y a une tendance, même après post-acquisition, que tu as deux bulles, puis les deux bulles continuent à fonctionner comme elles fonctionnaient avant. Ouais. Même si tu es dans le même Slack, même si tu commences à... Il y a des rituels, il y a des façons de faire qui ne vont pas se déprogrammer du jour au lendemain. Fait que je pense qu'il faut avoir cette curiosité-là comme leader, d'aller au fond des choses, de comprendre, puis d'aller faire les changements nécessaires pour que l'intégration se fasse avec succès. Dude, les moments qui ont le plus accéléré notre intégration ou amélioré notre intégration dans Douda quand on a été acheté, Snipcart, c'est early on, les deux co-founders sont venus genre une journée, même pas 24 heures, je pense, juste pour genre célébrer, accueillir le monde, tu sais, genre bonder un petit peu. Puis ensuite, on a envoyé une partie de l'équipe en Israël. Après ça, on a envoyé deux personnes clés, deux ou trois, de l'Israël jusqu'à chez nous. Puis tous ces moments-là, là, où que tu passes plus d'une journée avec du monde, tu vois comment ils sont, les jokes qui les font rire, comment ils travaillent, que si tu as un problème, c'est pas juste du Slack, tu fais un pairing, ça l'a vraiment aidé, là, genre au point de changer, je trouve, la donne. Là. Fait que tu sais, quand tu parlais de présence puis de s'impliquer... On aurait dû le faire plus. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis quand même assez confiant pour la suite. Puis ben on a Vas-y, excuse. On a un bon produit entre les mains. Ouais, ben c'est puis ça. J'ai vraiment hâte de le voir au sein de Workleap. C'est ça. Fait que là, techniquement, vous êtes comme dans les derniers 1000 ou on the way pour intégrer Pingboard dans Workleap? On est dans les derniers 1000. OK. Je dirais que d'ici, pour moi, ça se passe avant la fin de l'année. OK. Nice. Et j'espère que je dis pas de niaiserie, là. Sorry, team, si je dis niaiserie, mais l'idéal, c'est avant la fin de l'année. Puis c'est sûr qu'une fois que tu es au sein de la plateforme, au sein de l'écosystème, comme pas juste dans la compagnie, le produit vit là, ben c'est plus la même dynamique. Puis je pense que ça va avoir un effet plus grand sur... C'est magnétique, dude. Nous autres, là, quand on a vu pour la première fois notre stack qui avait de l'utilisation dans la plateforme de Douda puis qui générait des revenus pour Douda, c'était vraiment hot, man. Tu sais, c'était comme... Chris, c'est pour ça là, qu'on s'est fait acheter. Ça marche, on l'a fait, là, genre. Ça roule. C'est Snip qui est en prod live sur tel site Douda. Nanana. Ça a vraiment fait une bonne loop de... C'est quoi le mot que je cherche, là? Des hormones quelconques positives qui te stimulent. Je m'en rappelle plus. Endorphine. Je pense que c'est ça, ouais. On le mettra dans les show notes, Sim. Mais... fait que c'est hot, man. Je trouve que la richesse, mettons, des expériences que tu vas vivre comme entrepreneur pour les 18 prochaines années qui s'en viennent, c'est assez débile, là. Tu vas trouver des teams de feu dans des géographies que tu connais pas nécessairement, des produits de feu, tu vas intégrer tout ça ensemble. Tu sais, man, genre, en termes de terrain de jeu, là, tu parlais du jeu infini puis tout quand on était offline. C'est malade, là. Ouais. Puis ce qui est le fun avec Pingboard, dans ce cas-ci, c'est... Tu sais, Pingboard arrive avec 2000 clients.
OK, je me demandais d'ailleurs. Puis nous, Workly plateforme, les produits HR à l'intérieur, c'est autour de 4-5 000 clients ensemble. Fait que t'as une opportunité de cross-sell c'est le même persona. On vise des entreprises qui ont autant besoin d'un des autres produits. Fait qu'on a tout un... je te dirais qu'en ce moment, ce qui m'angoisse et m'excite à la fois, c'est tout le play de cross-selling à travers... Tu sais, pour nous, c'est un peu la démonstration que les acquisitions font du sens. Aujourd'hui, quand je fais une acquisition, je sais exactement où est-ce que le produit va finir. Il y a une place de choix à l'intérieur de la plateforme. Ça devient une nouvelle icône à l'intérieur de la plateforme. Ça devient quelque chose de très concret. Puis après ça, tu as tout le play de cross-sell. Comment tu t'assures que le discovery se fait? Ouais. Fait que l'idée d'être one click away. Ben, j'étais un client Office Vibe, j'aime Office Vibe. Oh, OK, il y a quelque chose d'intéressant ici. Je clique, je fais un trial, j'aime ça. Tu fais reach out par l'équipe de vente, tu fais un package tu cross-sell, puis après ça, on peut s'amuser à faire du bundling, on peut faire du discount si tu prends l'écosystème au complet. On peut, il y a plein. Ça, c'est un volet important, là, tout ce qui est pricing. C'est un levier que je pense que j'ai sous-estimé pendant longtemps. OK. De comment le pricing puis comment tu packages tes produits ensemble, c'est un outil de croissance. Absolument. Si tu le fais bien, puis j'ai toujours, on dirait, pas négligé, mais j'ai pas accordé autant d'attention que j'aurais dû. Mais là, avec les acquisitions, avec la plateforme, le fait que les produits sont ensemble, puis on commence à avoir des clients qui disent « Hey, ben moi, je veux ce produit-là, mais pas celui-là. » Là, t'es comme « OK, mais je fais-tu juste additionner les prix? » ou il y a quand même il y a quelque chose d'intelligent à bâtir autour de ça. Mais ça se passe en ce moment. C'est notre terrain de jeu en ce moment. C'est malade, dude. Puis d'un point de vue M&A, ben on continue de... C'est ça, il y en a-tu dans mes en ce moment? Ben, il y a des cibles intéressantes. Il y a des industries, des catégories de produits qui nous intéressent. Tout dans la grande verticale du HR? Ben nous, tu sais, Workleap, aujourd'hui, c'est la plateforme comme telle, parce que ShareGate, c'est encore un produit à part. Mm-hmm. Aujourd'hui, dans l'état actuel, Workleap, plateforme, c'est des outils HR. Mm-hmm. Mais on a quand même un désir de se diversifier, même aller jusque dans le volet IT. Parce que la croyance, c'est que les HR et les IT ensemble sont un peu, disons, les deux équipes les plus influentes sur l'expérience employée. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Que ça soit un contrat à signer, que ça soit un accès que tu as besoin d'un outil, il y a comme une panoplie d'éléments HR puis d'éléments IT qui viennent faire en sorte qu'un employé est capable d'exercer son travail à son plein potentiel. Fait qu'il y a toute une nouvelle dimension de produit à l'intérieur de Workleap qu'on explore. Mais aujourd'hui, Workleap, plateforme, c'est HR, tech uniquement. Et ShareGate, c'est ShareGate by Workleap, c'est très IT, mais on fait quelque chose d'extrêmement niche, très, très grosse niche en passant, mais très niche et qui peut vivre encore très longtemps dans son propre écosystème. Mais l'idée, c'est tranquillement les rapprocher sans nécessairement les merger directement dans le même menu. Là. Mais c'est un Christy de beau insight ce que tu viens de dire là, parce que je me disais, OK, ben là, maintenant, là, c'est sûr qu'il y a des use cases à pu finir pour faire des produits puis bundler des produits en RH. Là, tu pars de sourcing de candidats à ATS, à SIRH, après ça, la performance, les promotions, le org chart. Tu pourrais, I guess, grow un autre bout là-dessus. Mais quand tu as parlé de IT, qui a une certaine synergie, une certaine connexion avec les HR, ça m'a fait penser à, mettons, chez Douda, là, quand ils nous ont envoyé l'espèce de team de cybersécurité pour installer du soft d'espion du Mossad sur nos laptops. Tu sais, c'était une expérience HR, ça. Je sais pas comment le dire, mais genre, pour nous, ça affectait la performance de nos laptops. Il y avait, genre, fallait qu'on parle à une personne, qu'on s'assure d'utiliser tel laptop pour faire notre travail. C'était dans notre expérience employée, tout ce côté IT-là. Ben nous, l'équipe IT support chez nous, on l'a mis sous HR récemment. Ah ouais, et pour nous, c'est expérience employée, c'est HR et IT ensemble. Ben absolument. HR et IT, c'est the backbone of employee experience. Ces deux équipes-là... Ouais, c'est pour ça qu'employee experience, c'est un meilleur mot, dans le fond.
Ben, ça couvre plus large. C'est sûr qu'on est très connu pour être dans l'univers HR, mais j'ai pas une allégeance totale. Là. Moi, je suis intéressé à d'autres domaines, tout ce qui est workflow, tout ce qui est automation. Je vois des opportunités énormes qui peut servir énormément à HR, mais qui peut faire un pont vers d'autres équipes dans l'organisation. Fait que c'est sûr qu'on a une tendance très HR, mais Workleap, la vision est plus large que HR. Mais aujourd'hui, c'est le premier pas qu'on fait. Puis on a déjà le travail de ramener nos produits ensemble, la stack HR ensemble, dans une expérience unifiée, c'est un projet genre qui donne assez de mots de tête. Fait que commençons par vraiment bien faire ça et le reste pourra suivre. Est-ce qu'il y a des nouveaux professionnels, qu'ils soient à l'interne ou à l'externe, qui évoluent dans ton cercle immédiat depuis que vous avez cette stratégie de croissance par acquisition? Là? Des M&A professionnels, on dirait que le nom m'échappe, là, des nouveaux titres un peu qui évoluent. Corporate Development. OK, c'est bon. Fait qu'on a, nous, c'est une petite équipe, une équipe à temps plein, qui un peu comme une équipe de vente. Sur le payroll de Workleap. Oui. Puis eux autres, c'est comme un funnel de vente. Fait que tu t'approches des entreprises, t'explores t'explores avec eux leur envie peut-être de vendre leur entreprise. Fait que c'est comme c'est un jeu de Ben, c'est du sourcing un peu, ou genre pas du data mining, mais genre identifier des opportunités, reach out. Fait que c'est comme le funnel de sales, là, un petit peu. Ouais, puis il faut que le monde réponde à tes courriels. Fait qu'il faut que tu ailles un bon brand. Faut que les gens voient comme, aïe, ça pourrait être intéressant d'être acquéri par cette entreprise-là. Faut que tu ailles le bon timing, faut que tu ailles la bonne approche. Après ça, tu déplaces dans le funnel, les discussions commencent, puis après ça, peut-être que tu réalises que c'est un misfit total. Puis là, tu t'écartes ça des possibilités. Fait que c'est long, hein, l'affaire, c'est le play M&A est souvent vendu comme « Ah, wow, c'est l'approche à avoir », mais entre « Ah, j'aimerais peut-être acquérir cette entreprise-là » et l'entreprise est acquérie. C'est comme il y en a du travail. Là. Puis les chances, le conversion rate, là, il est pas très élevé. Ah, je sais. Mais ça reste que c'est pour ça qu'on a besoin d'une expertise et des gens dédiés à faire ça. Sinon, ben, ça devient uniquement de l'opportunisme quand ça arrive puis que les as sont alignés, mais ça, c'est... C'est que tu es réactif, pas proactif dans ce temps-là. Exact. Puis on essaie de l'être de plus en plus. Tu sais, aujourd'hui, je suis en train de un peu cartographier qu'est-ce que Workleap devrait avoir l'air dans les prochaines années. Fait que, tu sais, c'est quoi les produits qu'on devrait avoir? C'est quoi au moins les catégories de ces produits-là? Nice, man. Puis après ça permet d'informer tes experts M&A, des gens qui vont justement faire le sourcing, de pas juste comme envoyer la ligne un peu partout. Là. Tu sais, c'est OK, on veut un ATS, ben parfait, on va aller vérifier les ATS, puis on va essayer de dénicher l'ATS qui a tout ce qu'il faut, mais des fois, ils n'ont juste pas le cash pour faire la croissance qu'ils ont besoin. Exact. Des fois, ils n'ont juste pas le bon timing. Des fois, ils sont... Des fois, il y a des fucks d'actionnaires où, genre, l'équité a mal été gérée, puis là, ce qui fait le plus de sens, c'est de sortir, genre, une personne ou puis de vendre la compagnie. Mais ATS, là, pour le monde qui écoute puis qui sont pas des nerds de RH, là, c'est Applicant Tracking System. Outil de recrutement. Et voilà. Fait que quand quelqu'un envoie son CV, habituellement, ça rentre dans un ATS. Exact. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple. Mais puis après ça, la question, c'est... Tu t'appelles après le pod. Ben, je suis pas contre. Mais après ça, c'est la question, c'est est-ce qu'on le bâtit ou on l'acquérit? Ouais, mais toi, t'as le vrai dilemme ou genre question, disons, ça n'a pas besoin d'être négatif, du build or buy. Là, toi, t'as legit assez de ressources pour l'acheter, assez de ressources pour le construire. Fait que ça doit être une discussion vraiment intéressante. Ben, partant de ce que j'ai dit juste avant, les chances qu'une acquisition se fasse, le taux de conversion est quand même assez bas. Oui. Fait que si on se fait juste se dire ben, pourquoi le bâtir si on peut juste l'acheter, tu vas finir par il n'y a rien qui va se passer. Ouais. Puis honnêtement, moi je suis d'avis qu'on devrait à la limite des fois faire les deux en même temps. Huh. Worst case, là. Intéressant. Ce que tu auras bâti, tu jugeras si au moment de prendre la décision finale, il est assez. Mais tu sais, je veux pas que tu t'empêches de faire quelque chose pendant que peut-être tu vas peut-être trouver une alternative. Sinon, tu bloques et il n'y a rien qui se passe. Parce que tout pourrait être acheté.
Alright, folks, petit shout-out à Leviat Légal, partenaire certifié, ça se passe. C'est le cabinet Tech Enable pour toutes vos transactions, que ce soit du financement VC au Stock Option Plan. C'est basically des programmeurs en cravate. Fait que check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis manquez pas l'épisode 73 avec le founder Guillaume. Alright, de retour au pod. Parce que c'est fucked up parce que tu as un trade-off de risque qui est complètement différent quand tu build que quand tu buy. Quand tu buy, tes risques sont monétaires, quasiment genre ressources humaines au niveau des fondateurs ou des gens qui sont sur le cap table. Tu as la notion genre de temps. Ça peut être long avant que le deal se passe puis ça peut péter à plein de places. Quand tu build, tu as le gros risque de Chris, on va-tu builder la bonne affaire puis on va être capable de le vendre pour de vrai puis le faire utiliser. Tu sais, c'est le 0 à 1 qui est quand même risqué. Mais là, on dirait que tu m'as comme allumé de quoi en disant ouais, ben dude, why not both, mettons? Non, mais je vais aller encore plus loin. À l'interne, on pourrait même développer dans le lab un produit qui rivalise contre notre propre produit s'il faut. Des fois, il faut arrêter de penser que tout doit fitter d'une case Excel. Là. C'est faire du produit, c'est beaucoup d'essais et erreurs. Puis c'est quasiment une game de nombres, là, rendu là. Faut que tu peux pas... Tout ne se passera pas en séquence comme on aimerait bien que ça se passe. Fait que c'est un peu... je pense que la discussion de build ou buy doit toujours se passer. Mais à un moment donné, c'est comme le temps qu'on trouve peut-être une acquisition potentielle qui fitterait selon nos critères, peut-être qu'on aurait eu le temps déjà de sortir un MVP. Fait que sortons le MVP. Worst case, on trouvera, si jamais on trouve le produit incroyable qui pourrait remplacer ça, ben on le remplacera puis on dealera avec ce que ça représente. Là. Mais moi, on dirait que, mettons, l'inquiétude que j'aurais, puis là, d'autres, je suis pas dans tes souliers, là, fait que school-moi si tu veux me schooler, mais c'est de me dire, OK, il faudrait que j'aie une narrative pour les gens à l'interne qui vont construire ces MVP-là pendant qu'on est en train de checker pour un deal pour acheter un produit similaire. Il faudrait au moins qu'ils comprennent puis qu'ils acceptent que il y a des learnings qu'on va avoir là-dedans, puis peut-être même des bouts de code, des components, whatever, des case studies qu'on va builder là-dedans, que si jamais c'est pas ça qu'on commercialise, anyway, on va pouvoir traverser ça dans l'acquisition qu'on fait. Ou vice-versa. Ben, c'est pas aussi simple que ça. Là. C'est pas quelque chose qui a besoin d'être dit parce que c'est pas quelque chose qui arrive. C'est tellement rare que tu te mets pas à créer de l'anxiété autour de ça. Ah, mais moi, je suis bon là-dedans, créer de l'anxiété. Non, mais c'est plus... L'équipe M&A, elle se fait pas dire « Ah, ça, vous pouvez plus regarder ça parce qu'on est en train de bâtir ça. » Je suis comme, honnêtement, empêche-toi pas de regarder tout. Si tu tombes sur quelque chose d'exceptionnel, on serait juste fou de pas le considérer. Puis après ça, on en parlera en équipe. On verra. Peut-être c'est le merge des deux. Peut-être qu'on aura bâti quelque chose d'unique, une approche qui est unique. Puis on mariera les deux ensemble puis on créera un produit encore meilleur. Mais là, c'est tellement un cas hypothétique que genre, je n'essaierais pas de faire un process pour gérer ça. Ouais. C'est malade. On voit le clash entre nos deux personnalités. Mais dans le bon sens. Puis... Mais pour côté M&A, je peux peut-être rajouter aussi, il y a tout aussi la taille des M&A. Là. Pendant, je commence à... Tu sais, à la taille que nous, on est rendu comme business, ben puis avec les acquisitions qu'on a faites à date, c'est tentant de dire on devrait avoir une acquisition encore plus grande dans le futur. On a la capacité de le faire, on a l'expérience, on vient de le faire 2 fois, on a appris de ça, de nos erreurs, de nos bons coups, mauvais coups. Mais aujourd'hui, je m'intéresse. Je me rappelle où est-ce qu'on était dans nos débuts, autant avec un ShareGate ou un Office Vibe, où est-ce que on avait l'impression, on savait pas encore si ça allait devenir quelque chose. Puis ce moment-là, là, on aurait pu tout abandonner, puis la vie a fait en sorte qu'on a continué. Puis des fois, il y a des leviers qu'on n'a peut-être pas pour l'amener à l'autre niveau. Puis j'aimerais ça réussir à trouver des entreprises qui n'ont peut-être pas ce qu'il faut au stade où est-ce qu'ils sont rendus, d'amener un business qui fait peut-être 500 000 de chiffre d'affaires et de voir une opportunité de croissance que nous, on pourrait amener comme organisation. Puis tout ce qu'on a fait avec Workleap comme plateforme, d'avoir un path d'intégration très clair, d'avoir la capacité de mettre nos produits un à côté de l'autre puis de pouvoir cross-sell, c'est des outils de levier qui nous permettent de pouvoir justement faire des bets sur des business qui sont peut-être stagnés à 500 000, puis là, t'es comme, amenons ça dans l'écosystème Workleap, puis trouvons une façon de faire vivre ça avec le reste de l'écosystème, puis chaque produit devient comme un levier pour l'autre. Fait que c'est pas comme un...
ça se passe pas toujours comme on le veut, mais je crois qu'on a les outils, la fondation pour commencer à vraiment voir des résultats tangibles. C'est beaucoup de travail, là. L'équipe elle pourrait témoigner de ça. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ces leviers-là. Et je crois que dans le futur, ils vont payer beaucoup. Ils vont nous permettre d'aller dénicher des belles entreprises encore plus, puis de ne pas être à la recherche de la licorne qui n'existe pas nécessairement ou que tu vas peut-être chercher pendant 5 ans. Mais j'aime ça que tu t'exprimes clairement que tu veux pas être à la merci de la métrique de vanité de je fais de plus en plus grosses acquisitions, Non, de plus en plus grosses équipes, puis que t'ailles comme ce thinking-là de genre, ben, dans l'espèce de puzzle ou de truc qu'on est en train de construire, où est-ce que ça pourrait fitter même si c'est pas genre une darling. Les acquisitions, c'est une game faut que tu défies the odds. C'est connu, je me rappelle pas de la stats exacte, t'as juste X acquisitions sur Y qui fonctionnent. Fait que pas fonctionner, ça veut peut-être dire que c'est stagnant, ça veut pas dire que c'est un échec total. Puis un net négatif, là. Exact, mais trouver l'acquisition qui va devenir ton prochain coup de circuit, genre croissance phénoménale, puis c'est de tomber sur cette acquisition-là du premier coup, je crois pas que c'est réaliste. Mais à force d'en faire, puis à un moment donné, avec ta capacité financière, tu peux pas en faire à l'infini. Exact. Fait que j'ai une tendance à aller vers des plus petites acquisitions, ça s'intègre plus facilement. C'est souvent des entrepreneurs plus proches de leur produit, comprennent le produit de A à Z, sont capables de l'intégrer plus rapidement. Et des acquisitions comme ça, on peut en faire plus. Fait que ma tête est là en ce moment. Je suis en train de... C'est hot. C'est un monde qui... tu peux pas, faut que tu le découvres à la vitesse que tu fais tes acquisitions. Tu peux pas lire un livre, faut que tu le vives. Puis là, aujourd'hui, on l'a vécu 2 fois. On n'est pas il y a des business qui en font des centaines. Je pense qu'on commence à avoir les bons outils pour que ça soit stratégique. Mais Sim, tu dis, tu peux pas lire un livre puis comme savoir comment ça se fait. On apprend au fur et à mesure qu'on passe à travers ces acquisitions-là. Fair. Par contre, évidemment que tu peux t'entourer de gens qui l'ont déjà fait, qui ont une expérience, peut-être genre de bons conseils à donner. Fait que ma question pour toi, ça va aller un peu plus côté l'entrepreneur que t'es, mais genre, c'est quoi ton réseau? C'est quoi? T'as-tu des mentors, des coachs, des pairs, des masterminds? Sim Debain, il fait quoi, genre, pour se tirer par le haut comme entrepreneur? Pendant longtemps, mon père puis ma mère, ils me donnaient des bons conseils. Ça, c'était au tout début. Ouais, fair. Une erreur que j'ai fait, je pense, c'est je me suis isolé quand même beaucoup de l'écosystème technologique. Okay. Fait que je me suis pas comme collé à d'autres entrepreneurs pour... Tu sais, on dirait qu'on était tellement occupés à bâtir l'entreprise qu'on était sur notre île déserte. Puis, fait que j'étais un Jason Fried de Basecamp. C'est comme un héros, mais lointain, tu sais, qui est à Chicago, que j'ai jamais rencontré, mais qui m'a clairement inspiré. Tu sais, son livre Rework, ça a complètement changé l'entreprise, mais de nos jours, je maraude un peu plus dans l'univers entrepreneurial. Je m'intéresse à comment les autres entreprises fonctionnent. Tu sais, je suis plus intéressé. On dirait que j'ai une soif plus grande d'apprendre d'autres approches. Tu sais, aujourd'hui, j'ai ma casquette de Gaia. Tu sais, Marc-André qui a vendu Oxio à Cogeco, qui ont reparti Gaia. Je suis sur leur board maintenant. J'ai investi dans leur dernière ronde. Nice. Mais tu sais, bon, je le dis pas haut et fort, mais arriver sur leur board, c'est pour apprendre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, pour eux, je pense que c'est d'amener mon expérience. Mais tu sais, quand c'est toi-même, on dirait que tu t'en rends moins compte. Mais moi, je suis là pour... Tu sais, j'ai un board chez nous. J'aimerais ça voir la dynamique d'un autre board, comprendre c'est quoi le genre de discussion qu'il peut y avoir, comment je peux ramener ça chez nous. Fait que c'est un exemple, mais j'ai pas un réseau si grand. Tu sais, j'ai ma famille, mes 3 enfants, j'ai peu de temps pour ça, mais je choisis bien mon entourage. Puis je suis quand même content de... je trouve qu'il y a un bel écosystème d'entrepreneurs au Québec. Des gens avec beaucoup d'humilité, beaucoup... Trop des fois, peut-être? Ouais, c'est ça. C'est comme une force, une faiblesse en même temps. Mais
ça fait du bien. Fait que mon conseil aux gens, c'est je comprends que vous êtes occupé à bâtir votre entreprise, mais d'avoir un entourage qui est fort, qui peut des fois être un soundboard. Tu sais, nous, on n'avait pas de board, on était indépendants, mais comme plus. Ouais. C'est bon, mais c'est pas bon en même temps. Ouais. Mais c'est cool aussi de voir que la saison de ta carrière entrepreneuriale, aujourd'hui, t'as pas de force, mais t'as des incitatifs aussi à être comme, ben là, je suis en train de faire des nouveaux trucs plus gros que ce que j'ai fait. Ouais, juste bouncer des idées, connecter avec du monde, voir, tu sais. Fait que ça... T'as comme un fit avec cette notion d'avoir un peu plus d'entourage que t'en avais, je pense. Là. Je sais pas si c'est bien dit, là. C'était un peu freestyle, mon affaire. Ouais, j'essaie de comprendre la question. Non, c'était pas une question, man. On passe à un autre appel. Laisse-moi voir. Cross-selling, on a assez parlé de ça. Je trouve que t'as bien expliqué comment tu t'enlignais pour le faire, mais peut-être que dans un an ou deux, on pourra parler de comment tu l'as fait. Ouais, exact. Carrément. Ouais, j'ai le goût de parler un petit peu du travail remote. Ouais, vas-y. Parce que sur le H1 de votre, votre page d'accueil, ça dit des produits, des plateformes, whatever, pour vos équipes hybrides, impliquant donc des gens à distance puis des gens en présentiel. Ma question un peu fluff, c'est genre, as-tu l'impression que le travail remote, ça nuit à la productivité des équipes ou à la connexion entre les membres des équipes? Bonne question. Je pense que beaucoup de gens se la posent en ce moment. De là, pourquoi il y a beaucoup d'entreprises qui forcent le retour au travail. Ouais. Je pense qu'il y a certainement une perte de repères pour beaucoup de je dirais, entrepreneurs ou exécutifs. Et le sentiment d'être proche des gens, c'est rassurant. Mais en même temps, je pense que c'est surtout un sentiment. C'est pas nécessairement la réalité. OK. Moi, je repense à nos bureaux. Tu sais, nous, en passant 2 mois avant la pandémie, on a inauguré un bureau de 100 000 pieds carrés. Ouais. Je sais pas si vous le savez, là, mais 100 000 pieds carrés, là, c'est très gros. Fait que, avec un bail de 10 ans. Bravo, Simon. Mais je me rappelle comment c'était d'être dans ces bureaux-là. Puis, il y en avait de la distraction. Il y en avait du bruit. Il y en avait des raisons de ne pas être en train de créer de la valeur pour nos clients. Et le travail remote, je pense, a été la meilleure chose qui a pu nous arriver. On a certainement perdu à certains égards, mais je pense qu'on a gagné en rigueur, en discipline et en tooling, puis en façon de travailler. Et oui, malheureusement, certains diraient peut-être heureusement, puis je pense que ça dépend de t'es qui, les connexions, il y en a peut-être moins. Mais en même temps, je reviens encore une fois à l'époque. On se voyait, mais on se voyait pas tant que ça. Ouais. On se croisait, mais est-ce qu'on essayait vraiment de connecter? On se prenait pour acquis. C'est drôle, hein, parce que dès que la pandémie a embarqué, soudainement, être avec les gens, c'était donc important, mais être au bureau, puis croiser du monde, puis salut, c'est la monnaie courante, là. Fait que la différence aujourd'hui, c'est que je pense que les entreprises doivent être plus intentionnelles dans créer des moments pour connecter les gens. Chez nous, on fait 2-3 événements annuels où est-ce qu'on rassemble tout le monde. OK. Puis, tu sais, on essaie vraiment de mixer stratégie, vision d'entreprise, faire travailler les gens ensemble. On va mixer ça avec le souper de Noël, avec implication dans la communauté. OK, c'est vraiment comme c'est multidimensionnel en termes de moments. C'est souvent des moments que tu ressors de là très fatigué, j'en conviens, mais réénergisé. Il y a comme un peu un reset de tu as eu ton bain de foule, tu reviens à la maison, peu importe t'es où en Amérique. Puis soudainement, ce nom-là dans Slack a une signification pour toi. Nice. Puis là, comme, hey, what's up? Comment ça va? Comment ça a été de. Tu sais, comme tu crées des liens comme ça. Fait que, clairement, il y a moins de moments. Fait qu'on fait des moments plus intenses. De qualité, de meilleure qualité. Mais c'est sûr qu'on perd. C'est sûr. Mais on perd et on gagne aussi en flexibilité. On gagne, tu sais, faire des gens qui habitaient, je sais pas, travaillent au centre-ville, habitent à Joliette ou à Repentigny, good luck avec le trafic. C'est au moins 1 heure de transport aller, 1 heure revenir. Ça, c'est minimum. C'est majeur là, comme perte de temps. Là. Absolument. Fait que je comprends que c'est des heures que tu retrouves pas. Je comprends que tu n'es peut-être pas au bureau,
Puis peut-être tu as l'impression que ça va mieux quand tout le monde est au bureau. Mais je pense qu'il y a des management systems à mettre en place qui permettent d'avoir du travail à distance qui est productif, efficace. Puis tu sais, je pense à tous les types mettons les types de fonctions qu'on a. Du code source, ça se mesure bien. Là. Tu le sais, comme, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui a 3 jobs en même temps puis qui ne ship pas, ça va paraître assez facilement. Marketing, t'amènes des leads ou t'en amènes pas. Tu sais, je veux dire, ça se mesure. Vendre, tu vends ou tu vends pas. À un moment donné, la plupart des métiers se mesurent quand même bien. Surtout en tech. Puis il faut avoir des mécanismes pour ça, pour être capable justement, disons, de protéger un peu, de s'assurer qu'il y a une forme de discipline dans l'entreprise puis que tu te fais pas avoir. Absolument. Fait que puis travailler sur les résultats plus que sur le comment. Rendu là, ça livre-tu ou ça livre pas? Ça ship-tu? Ça amène-tu des résultats ou ça n'amène pas? C'est plus la façon de voir le travail qui doit changer pour être capable d'accepter cette nouvelle réalité-là. Fairement. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup la peur de perdre le contrôle qui fait en sorte qu'on ramène les gens. Mais ça, c'est par un manque de data, par un manque d'information, un manque de connexion sur ce qui se passe vraiment. Puis c'est là que nous, on s'est donné un peu comme mission de bâtir ces outils-là qui viennent compenser. Puis c'est pour ça qu'on parle de travail hybride. Moi, j'ai envie qu'on devienne comme leading products qui aident les organisations à faire cette embrace, le hybrid work, puis ça soit pas comme le monde, ils veulent ça, sinon ils viennent pas travailler chez nous. C'est comme non, on fait ça parce que c'est vraiment la meilleure façon de travailler. Là. C'est vraiment, écoute, j'ai eu des discussions chez Doudot avec comme la vieille garde puis les suites C qui venaient de Silicon Valley puis que il avait vu les compagnies les plus successful se créer en présentiel au bureau. Leurs 10 premières années, c'était en présentiel au bureau. Puis tu avais des plus jeunes employés ou plus récents employés, même s'ils étaient plus haut dans la hiérarchie, qui étaient comme, ben non, voyons, c'est une question quasiment RH ou productivité de pouvoir permettre l'hybride aux employés. Fait qu'il y avait des grosses tensions à ce niveau-là. Moi, je penchais vers tout ce que tu viens de dire. Je penchais beaucoup vers tout ce que tu viens de dire là, mais il y a un argument récent que j'entendais là, sur le All-In podcast là, avec tous les milliardaires qui disent ce qu'ils pensent de la politique, mais aussi de la tech. Fait qu'au niveau de la c'est vraiment des gars grounded, tu vois. Man of the people. Mais non, mais tu sais, eux, ils ont comme une croyance, je pense, certains d'entre eux du moins, où est-ce que des choses, mettons, incroyables, là, ou des home runs, ça se fait mieux en présentiel. Genre avec du monde, il n'y a rien qui bat, mettons, du monde dans une pièce, ensemble, coude à coude, qui crunch à travers des gros défis durs, puis tout. Puis on dirait que je sais jamais comment... Ils ont raison. Un peu. C'est pour ça qu'à matin, j'ai dit à mon équipe exécutive qu'on allait se voir une fois par mois, même si la moitié de l'équipe est à Toronto puis l'autre moitié est à Montréal. Ouais. On va se mettre des rituels comme ça où est-ce que, tu sais... Mais ça revient au hybride dans ton cas. Oui, c'est ça. exact, mais c'est souvent, c'est très binaire comme pensée. C'est soit qu'on se voit pas pantoute ou soit qu'on... Mais les entreprises qui sont, disons, remote, distribuées, c'est pas des entreprises où est-ce que les gens se voient jamais. Non, Ils sont juste plus sélectifs sur les moments qu'ils se voient parce qu'il y en a des useless moments où est-ce qu'être en personne amène absolument rien. Oh, puis c'est peut-être réconfortant de savoir qu'on est toujours en personne, mais ce fameux brainstorm-là qui est game changer pour l'entreprise, là, il se passe pas à tous les semaines. Là. Ça fait 18 ans que j'ai une entreprise. Là. Des brainstorms useless, là, il y en a eu. Là. Plus que comme... Fait que, mettons qu'on choisit nos bons moments pour que ces brainstorms-là soient vraiment les meilleurs. On va être un peu plus sélectif, puis on va aller chercher le meilleur des deux réalités. Mais c'est pas comme deux réalités. C'est pas une deux réalités, c'est une nouvelle réalité qui fait en sorte qu'on vit dans un monde globalisé. On n'habite plus nécessairement tout proche. En place. Le bureau a peut-être encore une utilité, a peut-être une nouvelle utilité. Mais c'est ce point d'interrogation-là qu'il y a. Parce que, tu sais, toi aussi, vous avez buildé de quoi de débile, puis vous avez comme les reins solides côté financier. Fait que ta décision que tu disais un peu en riant de genre prendre un Christy de gros bureau juste avant la pandémie, vous êtes capable de tanker ça, tu sais. Right? Puis même si le bureau, il est pas tout le temps rempli ou même souvent pas rempli du tout, genre, vous êtes correct. Right?
Mais j'essaie de voir pour les jeunes founders qui écoutent, mettons, là, qui commencent, là, puis qui se disent... Moi, il y en a qui vont être aussi, genre, intenses, qui disent « Man, ça sert absolument à rien de dépenses, qui sert à rien un bureau. Genre, ça vaut pas la peine d'investir là-dedans. On est tous sur notre propre laptop, puis on a aucun frais matériel, puis frais de bureau, puis whatever. » Je me dis, comment tu commences par des genres de... coworking, genre? Mais tu sais, coworking, c'est comme... Non, mais c'est bon. Ouais. Mais pas à tous les jours. Ouais, exact. Mais en même temps, tu parles le jeune founder qui veut partir comme sa business, s'il se limite au talent disponible au Québec, s'il cherche, mettons, un co-founder, hey, bonne chance, là. C'est pas comme unlimited. Je veux dire, t'as le choix entre le monde qui s'ouvre à toi ou être limité à ta province du Québec. Je veux dire, le talent, là, du talent exceptionnel, il y en a partout. Ouais. Puis je pense que de développer ce muscle-là de je crée un environnement de travail qui fonctionne extrêmement bien à distance, pour moi, c'est le summum des management systems. Parce que le danger de ne pas build pour ça, c'est de dépendre c'est de dépendre du hasard d'être en personne puis de compenser par... Quand tu es en personne, c'est rare que les process se mettent sur papier, tu sais. Parce que, on le sait, là, on est ensemble, puis il y a beaucoup de choses qui flottent dans l'air. Beaucoup de... Ouais. Fait que, tu penses à des business qui ont vraiment embrace remote work, pour vrai, là. C'est hyper bien documenté. Ouais, je sais. Ils ont adopté une approche beaucoup moins... genre, tout est en sync. Genre, tu reçois un message, tu réponds tout de suite. Il y a toutes des bonnes pratiques c'est pas parce que tu réponds tout de suite que ton product market fit, tu vas le trouver. Là. Tu sais, c'est comme un... C'est pas plus vite. C'est juste une autre façon de travailler. Je crois être une meilleure rigueur qui, je crois, va développer des entrepreneurs beaucoup plus solides. Puis ça n'empêche rien. Ça n'empêche pas que le travail en personne a des vertus incroyables quand tu es plus sélectif. Je pense qu'il y a beaucoup de biais émotifs puis psychologiques de ma part quand je pense à ça. Parce que pour moi, mettons, là, ça commence à faire d'un bout là, que je suis tout seul, puis que j'ai pas de bureau, puis Joël, mettons, mon employé, je la vois quand on vient ici à Montréal, tu sais. Mais j'ai une nostalgie profonde pour toutes les années de construire au bureau de Québec, Snipcart, puis ce lieu-là, tu sais, le feeling d'arriver dans le bureau avec ma gang, puis la quantité de niaiseries puis de fun qu'on a eu là-dedans. Puis c'est probablement juste un cas de genre l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, puis là je l'ai pas, fait que ça me manque, puis peut-être que si j'étais tout le temps au bureau, je serais comme Chris, je voudrais juste travailler de chez nous. La nostalgie est souvent très belle. Ouais, exact. Elle a tendance à filtrer absolument tous les mauvais côtés, mais moi aussi je l'ai cette nostalgie-là. Je me rappelle des premiers bureaux au nord de l'Est, dans notre 1200 pieds carrés, où est-ce que c'est mes partners qui ont fait le gyps, et les joints, c'était mal fait, les murs étaient tout croches. Mais pendant qu'on essayait de garder les lumières ouvertes pour, comme chez nos clients, on bâtissait notre propre... Imagine à quel point c'est la pire dépense, le pire investissement de temps. Tu builds une business, mais tu es en train de faire du gyps. mais on a eu des beaux moments dans ces bureaux-là. Puis je pense que c'est plus comme... Je pense que c'est... Au-delà du bureau, je pense que c'est plus le moment dans le cycle de vie de l'entreprise. Ouais, c'est plus historique que physique, mettons. Ben, c'est le fait qu'on partait de rien, puis que chaque projet qu'on gagnait, c'était comme si on venait de gagner la loterie. Chaque vente ShareGate de 200$, c'est comme tu sonnes la cloche, puis comme ton monde est en train de se transformer, c'est 200$. Juste ton party a déjà, en coût, a déjà coûté plus cher. Juste le temps que tu as sonné à la cloche, en taux horaire, tu as déjà dépassé ton 200$. Mais ces moments-là sont exceptionnels. Puis je pense que c'est important, mais je pense pas que c'est relié au bureau. Évidemment, c'est associé au bureau parce que ça s'est passé dans le bureau. Mais je pense que... C'est une bonne distinction, bro. Vraiment. T'as-tu... on a parlé un peu de hiérarchie, là, comme de passage, mais ça, c'est quelque chose qui... Parce que dans mon journey à moi, j'ai comme changé un peu mon fusil d'épaule, ou du moins nuancé sur l'importance d'une structure hiérarchique dans une compagnie. Toi, je te relance la balle. Ce thème-là, y a-tu évolué dans ta tête de founder? Ou... Ah, absolument.
Dis-moi un peu plus. Le jeune Simon, il voulait donc tourner le dos aux traditions. Fait que, tu sais, une hiérarchie, puis des managers. Moi, je voulais pas ça. Puis là, tu réalises qu'à un moment donné, les gens sont comme, ben là, c'est qui prend la décision? Là, t'es comme, ah non, ici, il n'y a pas de hiérarchie. Là. Fait que là, t'es comme, OK, je viens d'arriver chez vous, je comprends pas, j'ai besoin d'approuver cette dépense-là. C'est pas clair si je peux le faire ou pas. Puis là, t'es comme, c'est bon, t'as un bon point. Hein? Ça, c'est pas clair. Là. Puis pas de manager, ce qui arrive, c'est que t'as toujours un leader dans l'équipe qui se lève un peu plus, puis qui va prendre des décisions, puis qui va aligner l'équipe. Puis cette personne-là, quand tu dis qu'il n'y a pas de manager, c'est comme si tu ne reconnaîtrais pas le travail qu'elle fait. De leadership. Puis malheureusement, le rôle de manager a été sali. Récemment, oui. Ben, depuis toujours. On dirait que c'est connotation négative. Alors que moi, manager, c'est absolument essentiel. On est tous, quand on est leader, on gère des équipes, on est des managers. Puis on est c'est important comme rôle. C'est important pour le fonctionnement d'une entreprise. Puis je crois en l'importance d'avoir une structure pour faire en sorte que c'est plus clair pour les gens. Ouais. Fait que dans le temps qu'on n'avait pas, je crois qu'on a amené un flou qui n'aidait pas l'entreprise. Je pense aussi, d'autres, que c'est pas juste une question de clarté, évidemment une question de clarté puis de direction, mais aussi une question de rapidité. S'il y a trop de cuistots dans ma cuisine, il y a des décisions qui se prennent pas, il y a des débats qui vont... Hey dude, la quantité de meetings que j'ai eu avec des devs qui s'ostinaient sur genre des affaires de dev que dans le fond, il fallait juste que, mettons, quelqu'un de produit ou de business tranche, je dis, regarde, c'est ça qu'on va faire. Puis, fait que genre... C'est comme si prendre des décisions, c'était comme malsain. C'est comme... tu sais, un décideur, là, des décideurs, t'en as besoin. Absolument. Mais rendu là, c'est idéologique. Là. Il y a des gens, il y a des tendances qui sont moins présentes présentement qui ont essayé d'éliminer le rôle de manager. Puis Google, là, tu vas voir, il y a plein de monde avec plein de théories, plein de façons. Puis c'est comme si... Le problème avec ça, c'est que tu te mets comme entreprise à essayer d'innover à l'extérieur de ton core business. Puis là, soudainement, souvent, ces entreprises-là innovent plus à essayer d'éliminer les managers que de juste faire une plus belle chaise ou un meilleur software. Je comprends. Puis je suis forcé de constater que les entreprises que j'admire, les entreprises qui fonctionnent, qui ont à la limite des trillion-dollar companies qui font partie de notre vie, c'est des entreprises qui ont été bâties à partir de ces traditions-là. Ils ont une hiérarchie, ils ont des budgets, ils ont des objectifs. C'est des outils. Fait que ces outils-là, au lieu de tourner le dos puis de dire ah non, moi je suis meilleur que ceux qui ont fait des trillion-dollar companies avec ça, utilise-les correctement. Ouais. Tu sais, c'est à toi de l'utiliser. Une hiérarchie, c'est que souvent c'est associé à la politique. C'est comme un jeu de pouvoir. Puis, autorité. Mais comme leader, essaie de l'enlever ton jeu de pouvoir malsain dans l'entreprise. Ta hiérarchie, c'est ta structure organisationnelle pour supporter, aligner, faire en sorte que l'entreprise couvre tous ses angles pour maximiser ses chances d'avoir du succès. Puis évidemment, le challenge, c'est de trouver les bonnes personnes pour occuper ces rôles-là. Puis des fois, tu sais, comme... Mais non, moi, j'ai été de ceux qui voulaient pas avoir de hiérarchie puis de manager je pense qu'on est une entreprise à succès parce que parce qu'on a ça, entre autres. Pas juste ça, là, mais... Sim, il y a une des affaires que tu parles souvent, que ce soit en public ou dans tes discussions privées, comme si j'étais là dans tes discussions. Une affaire que tu parles souvent qui est la simplicité. À quel point, mettons, t'es obsessif, puis même ta team, par extension, j'imagine, sont obsessifs sur genre un bon UI UX simple qui permet d'avoir une loupe de rétroaction, mettons, puis de satisfaction assez rapide dans tes expériences produits. Fait qu'en théorie, tu pourrais faire l'argument de genre, OK, ben un produit qui est le plus simple, le plus awesome possible, ça se self-onboard. On n'a pas besoin d'humains. Mais ça, c'est, mettons, si on vivait en théorie, mais mettons qu'on vit dans la réalité, juste dans ton staff, mettons, il y a du monde en account management, en customer success, customer experience, peu importe. Fait que ma question, quel rôle dans ta tête les humains jouent dans le processus d'onboarding puis d'activation d'un user sur un produit? Ben, j'ai lu un livre il y a quand même longtemps qui s'appelait Delivering Happiness de Tony Hsieh, qui est mort récemment, en fait. RIP. Et cette personne-là, tu sais, il y a 2 livres là, qui ont changé ma
ma vie entrepreneuriale, là, principalement, c'est Delivering Happiness puis Rework. OK. Puis Delivering Happiness, c'est l'histoire de Zappos, qui est compagnie de souliers, là, des souliers sur un site d'e-commerce. Puis eux, ils ont décidé d'amener le support, Customer Success, peu importe comment on veut l'appeler, à un autre niveau. C'est comme un peu... puis l'anecdote dans le livre, c'était comme Tony Hsieh, il se vantait toujours que c'était comme ça leur différenciateur. Puis à un moment donné, ses amis l'ont challengé, genre de commander une pizza en appelant chez Zappos. Puis la personne chez Zappos, au lieu de dire hey, vous n'êtes pas au bon endroit puis de raccrocher, c'est comme est allé en ligne, a trouvé comme le pizzeria le plus proche. C'est comme de faire l'extra mile pour créer des moments mémorables. Ben, le jour que j'ai lu ce livre-là, c'est quelque chose que j'ai ramené dans comment on gère l'entreprise. Puis c'était dans nos débuts ShareGate. ShareGate, c'est un outil qui est très technique. C'est un outil qui fait quelque chose qui a tendance souvent à briser ou à avoir des enjeux. Fait que nous autres, le support pour ShareGate est probablement un des plus gros différenciateurs qui nous a amenés où est-ce qu'on est aujourd'hui. OK. Fait que accompagner les clients à travers c'est plein d'erreurs qui sont pas de notre faute, là. Mais l'espèce de proximité puis le temps qu'on a passé avec le monde, dans notre façon de répondre, dans notre façon de leur parler, dans les attentions qu'on avait. Une anecdote que je me rappelle pas précisément, mais il y a quelqu'un qui était, je pense, en congé maladie ou en maternité, qui était revenu au travail, puis il y a quelqu'un dans l'équipe qui savait que cette personne-là aimait la bière, mais je pense que cette personne était à New York. Fait que là, on a trouvé de la bière québécoise à New York, puis on l'a shippé à son bureau, puis c'était comme un cadeau de retour. C'est le genre d'attention qui fait en sorte que quelqu'un se rappelle de toi vraiment longtemps. Puis le support technique, c'est probablement la chose la plus négligée chez beaucoup de brands. Puis c'est beaucoup mieux maintenant. Là, on s'entend que le message s'est passé. Là. C'est comme créer des ambassadeurs, là, c'est une opportunité avec ton support. Puis à un certain point, là, j'étais quasiment rendu à dire à l'équipe, on pourrait-tu introduire un bug by design dans le produit? Parce qu'il y a plein de clients qui n'ont pas le droit de nous appeler. Parce que tout marche. La plupart des choses fonctionnent bien. Mais là, tu te dis, OK, mais c'est une opportunité manquée qui vivent le support avec nous. On l'a pas fait, je tiens à rassurer, là, si on a des clients en ligne. Mais je me disais, wow, si on est capable d'amener ces gens-là à nous parler, ils vont découvrir une facette de nous qui est absolument exceptionnelle. Puis quand on était encore plus petit, ben, qu'est-ce qu'on disait aux clients, puis on l'affichait même sur notre site web, c'est tu parles à Jimmy, puis Carl, le développeur, est à côté, assis littéralement à côté de lui. Puis notre compétition, ben, eux autres, il y avait des call centers aux Philippines. Ouais. Fait que tu dis, pas la même expérience. Fait que, à ta question, je crois que c'est un levier exceptionnel. Genre, repousse les limites. Fais des choses qui n'ont pas d'astic de bon sens quand les clients t'appellent. Crée une expérience mémorable. Je sais que c'est peut-être un peu c'est peut-être... ça sonne cliché de dire ça. Mais si tu mets l'effort... Mets ton équipe d'une salle, puis pensez à des unexpected surprises. Vous allez comme sortir des trucs qui n'ont pas de bon sens. Puis je vous jure, vos clients vont se rappeler de vous autres. Puis quand ils vont penser au renouvellement ou quand ils vont bouger d'entreprise, ils vont se rappeler de vous. Ouais. Non, je te file, c'est un esti de bon conseil, man. J'endosse à 100%. Parle-moi un petit peu, on s'en va vers notre closing, man. L'embauche, clairement, c'est quelque chose qui a fait partie de ta vie entrepreneuriale tout le long. Là. Au début, tu devais engager les premiers programmeurs, product managers, designers, vendeurs, peu importe. Aujourd'hui, j'imagine que ton implication dans l'embauche chez Workleap est plus limitée. Fait que j'ai envie de savoir quel rôle, quelle place ça joue dans ta vie aujourd'hui chez Workleap, l'embauche. Ben, pour moi, l'embauche se limite à mon équipe immédiate. OK. Qui ressemble à quoi, genre? C'est quel genre de joueur qui est autour de toi, Sim? J'ai Kaina qui est Chief People Officer. J'ai Daniel Shapiro qui est Chief Product Officer. J'ai Dan Whistler qui est VP of Sales. J'ai Jenna Kellner qui est ma nouvelle VP Marketing qui joint dans quelques jours. Bon, j'espère qu'après, ça va être Simon Tremblay. Je t'aguise. Fait que j'ai VP Marketing, j'ai Catherine qui est tout ce qui est Corporate Development. OK.
puis aussi tout ce qui est légal. OK. Qui d'autre? Et j'ai un nouveau CFO qui se joint à nous dans quelques jours, mais je peux pas encore dévoiler c'est qui. Pas de trouble. Mais là, Sim, comment tu fais pour... Parce que c'est des... Il y a Guillaume aussi, Chief Innovation Officer. OK. Parfait. Fait que rempli de J'espère que j'ai pas oublié quelqu'un. Ben d'autres, sinon, les gens pourront... Fait que product, people, corporate development, sales, marketing, innovation. OK. Puis cette équipe-là, moi, c'est... Ton core, genre. Ah, puis CFO, finance. Ouais. Fait que c'est l'équipe avec qui je travaille au quotidien. Ben, ma question pour toi, c'est comment tu fais pour vetter du monde de même qui ont des rôles, critiques? C'est pas... Tu comprends ce que je veux dire? Honnêtement, si la solution, s'il y avait une recette pour ça, ça serait je pense qu'il y a plein de trucs et astuces, mais je pense que ça revient à... Je pense que des fois, dans ces types d'entrevues-là, on a peut-être tendance à se laisser impressionner plus facilement. Parce que c'est des gens qui ont un gros pedigree. Genre. Exact. Fait que je pense qu'il faut réussir à passer outre ça. Faut comme ne te laisse pas impressionner parce que ces gens-là sont souvent... C'est des execs qui ont l'habitude. Puis ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. C'est peut-être pas le bon fit. Ah ouais, je comprends. Mais je pense que ça revient à passer beaucoup de temps. Puis de vetter que c'est les bonnes personnes. Puis souvent, tu sais, quand... Mettons la VP marketing que je viens d'embaucher, première chose, je suis allé voir, elle avait un podcast en ligne. Je sais que moi, un podcast, c'est la meilleure chose. Hein. Tu peux pas scripter un podcast. Là. Fait que j'étais capable de voir comme naturellement comment elle exprime sa vision autour du marketing. Intéressant. Puis après ça, tu passes, on a passé, c'est beaucoup d'entrevues. Tu as passé une journée complète avec moi. OK, il y a ça dans le processus de voir. Absolument. Là, on est mais tu sais, ça reste une équipe qui est, somme toute, assez stable. Fait que je m'attends pas à être en mode embauche tout le temps. OK. Mais sinon, je vais passer aussi... J'ai aussi vetté un embauche d'un nouveau VP Design qui rentre bientôt chez nous aussi. Fait que je vais peut-être m'impliquer dans des embauches... Clés. Dans les équipes. Du monde autour de toi. Exactement. Puis des fois, ils veulent comme soundboard. Puis s'ils sentent le besoin que je sois impliqué, je vais le faire. Mais c'est sûr que... Y a-tu une question que je demande tout le temps, Sim, c'est genre, y a-tu des red flags en entrevue que t'as appris à... Surtout toi, ça fait 18 ans. Là. Genre, y a-tu des red flags dans le processus d'entrevue ou dans une conversation d'entrevue que t'es comme, ça, je pense que c'est assez récurrent pour que je le name drop ou genre, rien qui pop? Y a rien qui pop, honnêtement. J'en fais pas assez pour vraiment connaître les red flags. Je pense trop de mon gars. Je veux que quand il y a trop de buzzwords, là, je te dirais que c'est souvent un bon signe, là, mais... Est-ce que tu penses que la brand de Gsoft aidait? Puis est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la brand de Workleap aide autant? Je pense que la brand de Workleap, elle aide beaucoup plus que Gsoft. OK. Je pense que le Gsoft, c'était une marque employeur strictement québécoise. Workleap, c'est maintenant un produit... C'est tout nouveau comme brand. C'est un brand qu'on a inventé l'année passée. Là, fait que il y a beaucoup de construction devant nous. Mais ça reste que quand les gens remarquent Workleap, comprennent l'ampleur de Workleap, tous les produits derrière Workleap, l'espèce d'alignement entre tout ce qu'on fait. Je pense qu'avant, Gsoft était très déconnecté de ses produits. Ouais. C'était comme, on dirait qu'il n'y avait comme pas de pont entre les deux. Là, tu as du monde qui vont appliquer parce qu'ils veulent travailler dans un scale-up comme ça, avec des défis, mettons, techniques et stratégiques aussi ambitieux que ça, puis des produits comme ça, puis pas juste... On a des bons revenus, on a levé de l'argent, on a un brand qui est beaucoup plus, je trouve, cohérent qu'il l'était avant. Ouais. Un brand qui est beaucoup plus pan-canadien qu'un brand québécois. Ouais. Je pense que, tu sais, je veux dire, on a encore beaucoup de croûte à manger, là, mais Gsoft arrivait, selon moi, à la fin de sa vie utile. Puis il va rester dans mon cœur, mais c'est juste un nom. Hein. T'as-tu un tatou de Gsoft? Non, mais honnêtement, j'ai failli le faire. Moi, j'en ai un. Wow. Imagine. Hein? Alright, dude, pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça se passe plus utile pour toi et ou ta team? Ça se passe, c'est... il y a beaucoup, beaucoup d'entrevues. Hein? J'ai pas le temps de toutes les écouter. Pas trop de... Mais je me suis dit qu'il y avait probablement beaucoup, beaucoup d'insights qui pourraient enabler des startups
à mieux faire ce qu'elles font, faire face aux différents défis. Puis vous avez plein de perspectives différentes, peut-être certaines en conflit, là, puis c'est pas grave. Rendu là, c'est voici les possibilités. Ouais. Fait que j'essaierais peut-être de passer les podcasts à travers un engin qui est capable de détecter l'accent québécois comme il faut. Et de ne pas sortir une translation qui fait aucun sens. Mais d'après moi, il y a beaucoup, beaucoup d'insights. Puis vous pourriez probablement faire un petit genre de bible, genre voici un peu les avis du contenu illimité. Fait que moi, c'est mon premier. Parce que de consommer le contenu, il y a beaucoup, beaucoup d'entrevues. Puis je suis certain qu'il y a beaucoup. Chaque fois que j'ai écouté le podcast, c'est super intéressant, mais il y a tellement d'abondance que finit par être sélectif. Non, mais on a toute une écoute. vie, puis on priorise pas juste avoir Frank dans ses oreilles à journée longue. Fait que c'est bien correct. Mais d'autres, c'est vraiment une bonne remarque. Puis pour ceux qui écoutent et qui disent c'est une bonne idée, ben sachez que genre dans notre moyen long terme, c'est comme sur la roadmap, c'est pas très poli puis raffiné comme. Mais pourquoi pas maintenant? Why not now? Pourquoi tu te mets des bloquants? Sim, t'as bien raison. Tu pourrais hacker ça dans un week-end, sortir un MVP. C'est vrai, man. C'est vrai. C'est vrai. Vas-y, mon premier réflexe, ça a été de te sortir des excuses, mais c'est vrai. Non, mais c'est un peu le... Ces temps-ci, là, c'est un peu mon mindset de... On se dit beaucoup de choses, mais on passe pas souvent à l'action. Puis je pense pas qu'on est la seule entité. Je parle chez Workleap, tu sais. Il manque pas d'idées. Il manque pas de bonne volonté puis d'opportunités, mais souvent, les choses demeurent des conversations. Parce qu'on s'invente des raisons, des bloquants, des montagnes à surmonter pour repousser les choses. Ah ouais, ça, on va le mettre quelque part dans le roadmap. Plus, quand quelqu'un dit ça, t'es comme, ouais, fait que ça arrivera jamais. Mais c'est dans l'action que ça se passe. C'est comme, il n'y a pas de... Puis il faut juste réussir à trouver des moyens d'amener les choses plus rapidement, puis d'éliminer un maximum de friction qui fait en sorte que... Puis je parle pour quelqu'un qui a une entreprise d'une certaine taille. On n'est plus entreprise de 10. Ouais. On est 450. Ça vient avec des contraintes qui n'étaient peut-être pas là avant, mais des fois, on s'en invente des contraintes. Fait que moi, j'étais en mode déconstruire les contraintes, puis arrêter de penser que 450, c'est beaucoup. 300 000, c'est beaucoup. 450, là, dans ma tête, c'est petit. Puis il faut profiter de ce luxe-là. Fait que ça se passe. Vous n'avez aucune raison de ne pas passer à l'action, là, sortir de quoi, commencer à itérer. Ben écoute, je vais t'en amener à des contre-arguments. Je pense que tu as une quantité d'énergie puis de temps, mettons, fini. Puis tu as une quantité d'actions que tu peux prendre pour ta compagnie petite et indépendante qui elle, est infinie. Fait que ta job, mettons, de founder ou product guy ou de whatever, stratège, c'est aussi prioriser ces actions-là. Fait que moi, mettons, quand on a cette discussion-là, mon vrai to-do, c'est concrètement de retourner à ma roadmap et faire « Hey, ça peut-tu être plus sa priorité? » Tu sais, ça peut-tu prendre moins de temps que je pensais que ça allait prendre, puis je peux-tu le mettre plus haut sa priorité versus d'autres affaires, puis à quoi je suis prêt à dire non pour faire ça. Puis il y a des affaires auxquelles, mettons, la fin de semaine, je veux pas tout le temps dire non. Comme toi, t'aimes ça chiller avec ta famille, dans ton hood, whatever. Moi, j'aime ça chiller avec mon chien, ma blonde, puis tout ça. Fait que c'est juste une question de pace, mais je le prends. C'est un excellent feedback, mon vieux. T'as-tu des shameless plugs à plugger? Tu veux-tu rencontrer du monde, embaucher du monde? J'ai pas de shameless plug. J'aimerais ça, clairement, que Workleap fasse partie de l'écosystème startup. On a toujours... là, vous êtes là, pas mal. Non, mais on a toujours une présence, les compagnies d'être présents comme outil puis d'enabler un maximum de compagnies d'ici à utiliser nos produits. Fait que je suis toujours extrêmement fier quand je vois nos produits utilisés au Québec. Nice, man. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de rencontrer des HR leaders, même des CEO sur les enjeux qu'ils ont avec leurs équipes. Je suis beaucoup en mode, je veux comprendre les défis auxquels les entreprises font face. Je veux comprendre comment nos produits peuvent être mieux shapés pour supporter les défis qui se passent. Puis des clients, on en a 20 000 et plus, mais il y a quelque chose à rencontrer des gens d'ici, puis je suis toujours en mode, j'essaie de
de toujours me booker au moins une rencontre par semaine pour aller fouiller puis découvrir des nouvelles opportunités même. Puis, bref, s'il y a des gens qui ont envie de prendre un café... Ils peuvent te pigner sur LinkedIn. Sur LinkedIn, peut-être? absolument. Ouais, Simon Debain. Sim, merci mon gars, c'était fascinant, man. Puis je suis content d'avoir eu autant de temps avec toi, mon vieux. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Alright, folks, la job du mois d'octobre, ça se passe chez 4Waves, une plateforme qui connecte les scientifiques et chercheurs via des événements en ligne et présentiels. Même la NASA et Stanford leur font confiance. 4Waves cherche une personne en développement front-end, stack moderne, team de talent, remote first et salaire compétitif, mais surtout un SaaS à succès d'ici qui a le vent dans les voiles big time. Check l'offre d'emploi et mon entrevue avec le CTO Gabriel Robert sur saspace.com/lajobdumois avec un S. Gros shout-out à SAS.Group, notre spotlight partenaire d'octobre. SAS.Group, c'est une compagnie de portfolio qui achète des SaaS pour les faire grandir, pas pour les flipper ASAP. Ils visent des B2B SaaS qui sont bootstrapped, horizontaux, entre 2 à 10 millions de ARR. Super founder-friendly, tu peux dérisquer puis continuer d'opérer la business ou faire une sortie plus rapide. Il y a des deals qui se closent en 2 mois, puis ils fournissent la valo tôt dans le processus. Check out mon entrevue avec Anna Nedeina sur saspace.com/partenaire avec un S/SAS-group. Félicitations, vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank. J'ai une coupe de call to action. Ça se passe, c'est une business d'amour. On met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditoriales où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saspace.com, il y a l'onglet infolettre, puis il y a aussi la call to action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index. Saspace.com, il y a un gros bouton mauve ajouter votre SaaS. Il y en a plus de 300. Si vous ne suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, saspace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup Ça se passe. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité. Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là, encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, ou on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least, suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers! J'suis grateful pour